t'as 27 ans, t'as une vingtaine fois championne de France, ça veut dire qu'en fait tu gagnes à peu près tous les ans. À peu près, oui. C'est ça. Il faut s'imposer au roller, que ce soit dans un peloton, dans la vie de tous les jours, dans sa vie générale, il faut réussir à s'imposer. J'ai pas peur, moi, en roller, donc ça me dérange pas d'être dans des situations délicates. Au bout d'1 an, j'étais déjà au championnat du monde et j'apporte la première médaille à la France des Jeux mondiaux en roller. En fait, je suis arrivée dans le virage et mes 2 patins sont partis d'un coup. Elle me dit qu'elle a pas mal, mais qu'elle sent plus son corps. Donc nous, on appelle tout de suite le coach qui était plus loin à pied et qui vient, et lui, il appelle directement les pompiers. Aujourd'hui, je reçois Marine Lefebvre. Salut Marine, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, on est très, très content de t'avoir pour parler de ta passion, le roller. Bah moi aussi, je suis ravie d'être ici. Trop cool. Est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Marine Lefebvre, j'ai 27 ans et je suis sportive de haut niveau en roller de vitesse et je fais partie de l'équipe de France depuis 2011. D'accord, ok, trop cool. Donc tu as 27 ans, tu as déjà un grand palmarès. Depuis 2021, tu as eu 2 titres au championnat d'Europe en catégorie senior. En 2022, tu as eu 1 titre en championnat d'Europe en catégorie senior. Puis tu as fait les championnats du monde où tu as eu 4 médailles de bronze et 1 d'argent. Tu fais les World Skate Games 2024. En 2024, là, tout juste, et tu as été sacrée championne du monde sur du 15 km à élimination sur route, qui met fin à 23 ans sans titre mondial pour la France dans cette discipline. Extraordinaire. Ouais, c'était un titre que j'attendais pas forcément parce que j'étais pas alignée sur la course en étant la leader, mais plus en étant coéquipière pour courir pour ma leader. Donc c'est vrai qu'en passant la ligne, ça a été une sacrée surprise. Mais je suis ravie de rapporter ce titre à la France et surtout c'est pas que pour moi, c'est aussi pour toutes les générations passées qui n'ont pas réussi et aujourd'hui, et ça y est, la France gagne ce titre. Donc ça donne aussi de l'espoir pour les générations futures. Trop cool. Non mais on reparlera de tout ça là, à la suite du podcast. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Pour découvrir un peu ton univers, je vais te poser des questions courtes et tu vas juste répondre avec des réponses courtes. De toute façon, ça va pas être très compliqué. Est-ce que tu es plutôt vitesse ou endurance ? Endurance. Ok. Est-ce que tu es plutôt piste ou route ? Piste. Est-ce que tu es plutôt compétition individuelle ou en équipe ? Individuelle. Entraînement matinal ou nocturne ? Nocturne. Et médaille ou record personnel ? Alors, médaille. Oui, vas-y. Et médaille et record de palmarès, mais médaille plus. Ok, cool. Je crois que tu commences le roller très tôt. De ce que j'ai trouvé, en tout cas sur Internet, t'es pratiquement né avec une paire de rollers au pied. Exactement. T'avais 3 ans. Oui. En fait, mes parents ont acheté une paire de rollers et ils m'ont mis dessus quand j'avais 18 mois. Ok. En fait, mes parents se sont rencontrés au roller. Donc, tout mon univers est basé sur le roller. En fait, mes frères, j'ai eu 2 frères avant moi. 2 frères ont commencé le roller. Donc, en fait, j'ai suivi le pas et j'en suis toujours là aujourd'hui. Ouais, 18 mois, c'est quand même... Normalement, on apprend à marcher quand on a 18 mois. Ouais, du coup, ils m'ont mis sur les rollers en même temps que j'apprenais à marcher. Donc, t'as pratiquement roulé avant de marcher. Voilà. Ok, trop drôle. Et t'as 2 plus grands frères, c'est ça ce que tu disais ? Oui. Ils ont quel âge ? Alors, mon premier, il a 31 et l'autre, il a 28 ans. Ok, donc eux, ils faisaient déjà du roller depuis... Ils faisaient déjà du roller. Après, avec du coup, mon deuxième frère, on a à peu près commencé en même temps, vu qu'on n'a que 11 mois d'écart. L'autre avait commencé un petit peu avant, du coup, et en fait, on a continué. Mais en tout cas, de ce qu'on trouve sur Internet, on a l'impression que le roller, c'est vraiment une tradition familiale chez les Lefebvre. Je crois que tu as un grand-père qui était champion. Alors, mon grand-père n'était pas champion parce qu'il n'a pas fait du roller, mais il était juge international de roller. D'accord, ok. Et du coup, il partait partout pour juger, avec ma grand-mère qui le suivait. Et ma grand-mère était implantée dans un club à Rezé. C'était le RSR, qui est toujours ouvert aujourd'hui. Et donc mes tontons aussi faisaient du roller dans ce club-là. Et ils ont rencontré ma maman et ma tata. Donc en fait, tout le monde s'est mis au roller. Donc tes oncles, tes tantes, tes parents, tout le monde s'est rencontré au roller. Et du coup, moi, j'ai continué avec mes frères. Ok. Bon, en même temps, en commençant si tôt, c'est comme ça que tu as réussi à avoir toutes ces performances. Et puis avec beaucoup de travail, je présume. Mais... Oui, je pense que pour faire du roller à haut niveau, il faut quand même commencer jeune parce qu'il y a beaucoup de techniques à apprendre. Et je pense que plus on va vite, plus on peut avoir peur. Et plus on commence tard, plus ça peut nous effrayer la vitesse. Donc je pense que c'est quand même un sport où il faut commencer assez tôt.
Ok. Et quand tu commences du roller à 3 ans, on te met directement sur des rollers avec des roues alignées ou alors on est sur des patins à roulettes comme on connaît que pour les jeunes enfants que moi j'ai pu connaître à 4 roues Alors je n'ai pas de souvenir, mais je Et- pense que c'était plus des quads. Ok, Des rollers c'est 4 et 4, donc ouais, 2 devant, 2 ouais, c'est derrière. ça, Je pense que c'est plus ça, et je pense qu'il n'y a que ça qui existe en pour si les petite enfants. taille. Et après, je suppose qu'ils m'ont vite passé en roller en ligne quand j'avais 3 ans pour commencer un peu mieux à patiner. Et j'avais une photo de moi où j'avais mes premiers rollers bleus à Noël. Donc, Ouais, et là, c'était des patins en ligne. Je pense que ok. je devais avoir 5 ans peut-être. Et tu gardes des souvenirs de ces moments-là quand tu es si jeune, quand même en roller, ou c'est très vague? C'est très vague. Ouais, En fait, je pense que j'ai tellement connu ça toute ma vie que je pense que j'ai des souvenirs qui sont partis du coup, hmm, parce que j'ai connu que ça. Donc pour moi, c'est naturel et ça fait partie de moi. Donc j'ai pas forcément de souvenirs étant jeune, sauf quand j'étais à l'entraînement et quand je partageais avec mes copains et mes copines d'entraînement en école de course. Mais sinon, très très jeune, j'ai pas de souvenirs. C'est comme si on me demandait à moi, est-ce que tu te souviens quand tu as appris à marcher? Et je te dirais, Bah voilà, c'est pareil. ouais, c'est ça. Toi, ça fait partie de toi. Voilà. Euh, à quel âge tu intègres ton premier club de course de roller? C'est dès 3 ans ou alors c'est un peu plus tard parce qu'ils acceptent qu'à partir d'un certain âge? Ouais. Alors moi, je pense que normalement c'est à partir de 5 ans ou 6 ans, voire certains clubs. Moi, je pense que j'ai été licenciée à peu près comme ça aussi, 5 6 ans. Mais je faisais quand même partie du club parce que j'étais là tout le temps et je patinais avec les autres. Mais ouais, je pense que 5 6 ans, en fait, c'est l'âge légal pour après rentrer dans un club. Ok. Et tu commences tes compétitions très tôt ou alors ça vient bien plus tard quand tu es adolescente, 12, 14 ans? Alors j'ai commencé les compétitions directes. Ok, d'accord. Avant, il y avait des kids rollers. Bah, il y a toujours, mais c'est encore un peu différent à l'époque. Il y avait des kids rollers où, quand on commence l'école de patinage, on peut être amené à faire des petits challenges sur des week-ends par-ci par-là autour de notre ville. Et mes parents, du coup, m'emmenaient sur ces petits challenges avec mes frères. Hmm. Donc, en fait, j'avais l'habitude de faire des compétitions dès toute petite. Et les compétitions quand on est petit comme ça ou même après, c'est par catégorie d'âge, je présume? Oui, exactement. Donc c'est des tranches? Ça commence par super mini, Ouais. mini, poussin, benjamin. À l'époque, il y avait mini, maintenant c'est junior B, junior A, senior. Et donc senior, c'est dès qu'on a plus de 18 ans? C'est ça. On passe en Au-delà de senior. 18 ans, on passe en senior. Ok. C'est quoi les différentes catégories dans le roller? Parce que bon, toi tu fais du roller de course, mais même dans le roller de course, il y a plusieurs catégories. Il y a de l'endurance, il y a de la vitesse, il y a, enfin, il existe beaucoup de catégories en roller où tu peux nous en parler de ce que tu connais? Il existe essentiellement deux types de courses. Ok. En soi, il y a les sportifs sprinters et les sportifs fondeurs, même Ok. si certains peuvent allier les deux. En fait, pour être très bon fondeur, il faut avoir une très bonne base de vitesse. D'accord. Et pour être un bon sprinter, il faut avoir quand même une bonne base d'endurance. Donc après, quand on est jeune, je dirais jusqu'à junior, donc en dessous des 18 ans, on peut encore se concentrer sur les deux. Au-delà, dès qu'on passe senior et qu'on veut être sur du haut niveau, niveau européen ou mondial, il va falloir se spécialiser. Donc c'est là qu'à partir de ce moment-là, on parle avec notre coach et on se dirige un peu avec nos qualités de savoir si on sera plus sprinter ou fondeur. Et moi, j'ai commencé en étant sprinteuse Ok. jusqu'à mes 18 ans. J'étais persuadée que j'allais être sprinteuse et que c'était mon chemin en fait. Et en fait, avec mon coach, quand j'ai changé de coach et que je suis arrivée au Pôle France de Nantes, je suis restée 1 an sprinteuse et là, je me suis dit, bon, je m'améliore pas, je progresse pas, je stagne. Mm. Et en fait, alors que je faisais tout ce qu'il fallait et c'était dur. Et même si j'étais au niveau mondial, mais moi, ce que je voulais, c'était performer et gagner et pas faire des 10e places, quoi. Ouais. Donc, on a changé de trajectoire et je suis partie fondeuse. Ça a mis, on va dire, ça a pas mis longtemps parce que au bout d'1 an, j'étais déjà au championnat du monde. Ok. Ce que je pensais pas, mais ce que j'ai réussi à faire. Et au final, depuis, en fait, j'ai qu'une progression croissante, quoi. J'ai l'impression de pas m'arrêter dans ma progression. Donc, c'est le principal pour moi de me dire, en fait, je vais pas finir ma carrière, je peux encore progresser, quoi. Ouais.
Mais c'est ce qu'on voit depuis 2021. Là, tu enchaînes les victoires, tu enchaînes les palmarès. C'est tant mieux, hein, c'est super. Enfin, c'est beaucoup de travail de toutes ces années-là auparavant. Et à quel moment tu te dis, ok, parce que j'ai vu sur Internet que tu as gagné combien de fois le championnat de France? Je dois être à une vingtaine. Ouais, voilà, c'est ça. T'as 27 ans, t'as une vingtaine fois championne de France. Ça veut dire qu'en fait, tu gagnes à peu près tous les ans. À peu près, oui. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, en fait, dès ton plus jeune âge, tu te dis j'ai quelque chose de... Enfin, tu te dis pas quand t'es jeune, c'est plutôt tes parents qui devaient se le dire. Et toi, dès que tu es adolescente, tu te dis en fait, ouais, j'ai quelque chose de spécial dans le roller. Enfin... Bah, en fait, je pense qu'à partir du moment où, quand t'es petite, tu montes presque sur tous les podiums, bah, en fait, ça te donne un engouement. Tu te dis, ah, trop bien, je veux continuer. Après, je pense que la personne qui est jeune et qui n'est pas forcément sur les podiums, ça peut mettre vite un terme à sa carrière en grandissant. Mais moi, c'est vrai que je ne sais pas si c'est une chance ou si je me suis donné toujours l'opportunité mais en fait, comme j'étais toujours sur les podiums sans même forcément gagner, mais au moins je frôlais le podium où j'étais dessus, bah, en fait, tu as toujours envie de continuer à aller plus haut. Et quand tu sais que tu as une petite marche à gravir pour faire le gap et dire ah bah je passe de 3 à 2 et maintenant je vais être de 2 à 1, bah en fait il y a toujours un objectif derrière et je pense qu'on a toujours l'adrénaline qui fait que bah moi aussi je vais être première et du coup je pense que c'est un enchaînement en fait à partir du moment où tu goûtes à la victoire, tu goûtes à la médaille, surtout mondiale. Bah, on n'a pas envie de s'arrêter. Ouais. On a reçu d'autres sportifs qui nous disent à peu près les mêmes choses, mais moi, j'ai jamais connu ça, mais je pense que c'est un peu une drogue de goûter à la victoire, surtout mondiale, comme tu dis. Ouais, c'est un peu une drogue, ouais, parce que ça procure tellement d'émotions, de soulagement, de tout, de fierté. C'est quelque chose je pense qu'on vivra qu'une fois dans notre vie, au sein de notre carrière, donc... Et c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir, parce qu'ils partagent tout ça. Enfin, moi, depuis qu'on a lancé le podcast, on a reçu plusieurs personnalités sportives ou même artistiques. Et en fait, on en apprend tous les jours sur plein de choses, donc c'est hyper cool. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les différentes règles? Parce que tu as parlé de sprinteuse et fondeuse, hein, c'est ça? Oui. Parce que c'est quoi les différences? En fait, sprinteuse, ça va être vraiment sur des courtes distances, il faudra aller le plus vite possible. Oui. En fait, sprinteuse, il y a des courses de 200 mètres chrono. Donc c'est un duel, ils sont 2 sur la piste et ils font qu'un tour de piste. Okay. Et ça dure 200 mètres, donc c'est très très rapide. Donc quand tu dis en piste, là on est en intérieur ou non, on est en extérieur, mais c'est une piste de roller qui fait 200 mètres. Ok. Donc après là, il faut jouer avec le vent, les roues, le type de piste, incurvé, pas incurvé, Vesmaco, donc c'est une type de résine ou autre chose. Et donc là, il faut jouer avec tous les paramètres et eux, ça se joue vraiment au détail, à la mini trajectoire qui va faire que ce sera celle-là la meilleure et pas une autre. Et c'est beaucoup de travail du coup pour apprendre cette trajectoire ou pour choisir ses roues, tout ça. Après, ils ont des 500 mètres, donc là, c'est pas entre 4 et 6 personnes. Au début, c'est 6, s'il y a beaucoup de monde. Après, ils rabattent à 4. Et en fait, c'est un échelon, c'est les 2 premiers passent les paliers. Et après, ils se retrouvent jusqu'en finale. En fait, c'est une pyramide un peu, les 2 premiers passent à chaque fois. Après, on a le 1000 mètres, qui est du demi-fond. Et là, c'est là où peut jouer le sprinter et le fondeur. C'est-à-dire que les 2 peuvent être alignés sur cette course parce que les étapes pour aller jusqu'en finale, c'est au temps. Donc c'est un privilège un peu... Enfin, c'est peut-être plus positif pour le fondeur qui est capable d'enchaîner plusieurs tours à fond. Mais par contre, le sprinter peut être là à la fin s'il a encore d'endurance et battre les fondeurs parce qu'il peut aller plus vite. Et après, là, on bascule sur le fond pur. Donc là, on est sur du 5 km à points, 10 km à élimination sur piste. Après, il y a 10 km à points sur route, 15 km à élimination sur route et du marathon. Ok. Et tout ça, là, quand tu parles à élimination, ça veut dire qu'il y a plusieurs tours et c'est chaque fois les derniers qui sont éliminés et on recommence? C'est ça. Tous les tours, en fait, tous les 2 tours, il y a une cloche qui annonce que le tour d'après, il y a une élimination. Le dernier du peloton est éliminé. Et en fait, souvent, c'est finale à 4, 3 ou 4. Ça dépend du juge, c'est lui qui choisit. Et après, c'est un sprint final. Et toi, c'est ce que tu fais, donc? C'est ce que je fais. Et donc, il y a des stratégies, parce que vu que c'est de l'endurance, c'est plutôt... Enfin, il y a une part des deux, hein, c'est ce que tu disais, mais il y a une part de vitesse, mais une part d'endurance. Oui. Donc, il y a des stratégies, des fois, de dire, je donne pas tout au début, quitte à prendre le risque d'être éliminé, voilà, mais pour donner à la fin...
Alors, l'élimination, c'est très, très tactique. En fait, le but, c'est de s'économiser un maximum, se placer un maximum dans les premières pour user le moins possible de jus. Et en général, celle qui a le plus de jus à la fin, bah, c'est celle qui pourra faire un meilleur sprint. Okay. Donc là, c'est vraiment essentiellement, on choisit derrière qui on veut aller, si on va devant, si on va pas devant, à quel moment on lance le sprint, à quel moment il faut pas se faire éliminer. C'est beaucoup de tactique. Ok. Et est-ce que, c'est une question que je me posais moi quand j'ai préparé l'épisode, est-ce qu'il y a de la prise d'air derrière tes adversaires parce que vous allez tellement vite que vous êtes moins ralenti par le vent si vous êtes derrière quelqu'un, comme pour les voitures automobiles? Oui. En fait, c'est comme au vélo. Il y a des phénomènes d'aspiration. Celle qui est devant va prendre le vent et les autres derrière elles vont être cachées. Donc si on arrive à être bien caché, en fait, c'est là où on perd le moins de jus. D'être dans les premières sans avoir à relancer tous les tours pour pas se faire éliminer, ça veut dire qu'on est bien placé. Et en plus, si on n'est pas première, on est protégé par quelqu'un. Ouais. Bah, automatiquement, on va avoir plus de jus à la fin, quoi. Et ça, c'est le gros boulot pour réussir à faire ça. Et donc tout ça, tu travailles avec ton coach avant une compétition, c'est de savoir quelle va être la stratégie que tu vas mettre en place pendant cette compétition, savoir si tu vas te placer en deuxième, troisième, ou si tu vas essayer de te performer directement en première en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors là, mon coach, lui, il me dit en gros quoi faire. Mais c'est aussi avec l'expérience, en fait. Il peut dire ça au début quand j'étais jeune et que je savais pas trop comment courir ou pourquoi j'arrivais pas à faire ça, telle chose. Et en fait, maintenant, c'est de l'instinct. C'est de l'instinct de course. Je sais comment il faut courir. C'est à moi de le mettre en place pour réussir, quoi. Et ton coach, il est aussi là pour une préparation mentale, peut-être il est là pour... Parce que sur les sports de haut niveau, comme ça, il y a autant le physique que le mental qui joue. Est-ce que tu trouves que c'est pareil Il y a énormément de mental. Si, en fait, on a beau avoir le physique, si le mental ne suit pas, la course, elle sera pas bonne, en fait. Ou alors, ce sera pas la meilleure. Ce sera pas la meilleure des courses. Okay. Moi, mon coach, il a un rôle, du coup, de rassurance. Et moi, ça me rassure quand il est là. Si à un moment donné, je doute, j'ai juste à le regarder, il me fait un signe et je sais que c'est bon. Ah, trop bien, mais... Après, je pense que tout le monde a ses petites mimiques avec son coach, où tout le monde... on ne réagit pas pareil. Il y a une complicité avec le coach. Enfin, on a reçu Fleur Vaucoré, qui est championne d'aviron, qui nous disait des fois aussi, son coach et sa coéquipière se mettaient sur elle et elle rentrait en pleurs après l'entraînement, mais en fait, elle revenait le lendemain, mais elle savait que c'était bon pour travailler le mental et tout ça. Et en fait, il y a une complicité entre le coach et l'athlète. Et je pense que ça fonctionne s'il y a une bonne complicité. Oui. Je pense que moi, c'est un peu la clé de ma carrière. C'est que je suis arrivée au Pôle France avec du coup Arnaud Jiquel, qui est mon coach, en 2016. Et en fait, depuis, je pense que le dialogue qu'on a accompli et qu'on a maintenant, ça met une certaine confiance. Je pense qu'à partir du moment où on se dit tout, où on est honnête, sincère, et que lui, il est là pour m'apporter ce que j'ai envie, enfin ce que je veux être et ce que je veux devenir en tant que sportive, je pense que ça peut que marcher. Et je pense que c'est la clé que j'ai eue durant ma carrière, c'est que pour moi, mon entraîneur, il est hyper important parce que je sais qu'il a confiance en moi, je sais qu'il croit en moi et je sais qu'il m'apporte tout ce que j'ai besoin pour performer. Et c'est pour ça que le dialogue, il est hyper bon, quoi. Et pour moi, c'est ce qui est très important. Ok. Donc tu participes à plusieurs courses internationales, même là récemment... Donc tu gagnes des titres prestigieux. Comment tu te prépares quand c'était des championnats du monde, c'est même à l'étranger, je présume. Oui. Comment tu te prépares pour une compétition internationale? C'est pas la même chose que de faire une compétition régionale ou nationale comme tu as pu connaître au début. C'est quoi tes rituels? Je sais pas si j'ai des rituels, mais en fait on s'adapte. Là, par exemple, cette année, j'ai quand même pas mal voyagé parce qu'on a eu des Coupes du Monde de marathon. Donc, j'ai dû aller à Shanghai. Après, j'ai enchaîné avec l'Allemagne. On a beaucoup de voyages. Est-ce que tu regardes quand tu vas dans d'autres pays comme ça? Est-ce que vous regardez la météo? Est-ce que ça va jouer le fait qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, ou pas du tout? C'est vraiment... vous êtes habitué à tout type de météo, de concourir. On est habitué à tout type de météo. En fait, la météo, elle est tellement instable, elle peut changer d'un instant T, ou même c'était pas prévu et il se passe. Et en fait, on a le matériel exprès pour pouvoir changer si jamais il pleut. Après, sur une course où c'est qu'une course, un one shot sur un jour,
on ne fait pas de préparation en amont. Par contre, là, je sais que les prochains championnats du monde sont en Chine. Et quand c'est en Chine, il va falloir faire une adaptation parce que le taux d'humidité, il n'a rien à voir avec le nôtre. Va falloir jouer aussi sur la respiration parce que malheureusement, la pollution, c'est pas forcément la même. Et du coup, ça crée... ça peut engorger un peu notre respiration à nous quand on fait des efforts longs. Donc je sais qu'il va falloir qu'on ait une préparation en amont, le décalage horaire, la nourriture aussi. Donc je sais que là, on se prépare sur quelques semaines avant. Et donc tu penses que les athlètes asiatiques ont plus d'avantages parce qu'elles ont l'habitude déjà d'être sur place, elles ont l'habitude de la nutrition, elles ont l'habitude de pas mal de choses. Est-ce que tu penses que ça peut être un avantage pour elles ou alors... Je pense que dans tous les cas, par exemple, nous, on a un championnat du monde chez nous, on a un avantage. Je pense que si les Asiatiques, elles ont un championnat du monde chez elles, forcément, ça les avantage au-delà de tout le reste. Quand nous, je sais qu'on a eu un championnat d'Europe l'année dernière en France, on a fait première nation et pourtant, ça n'était pas arrivé depuis des années. Donc, forcément, c'est un avantage. Et nous, le but, c'est que notre fédération mette en place l'apport nécessaire pour pouvoir être meilleur et pour être au même niveau qu'elle, en fait. Donc, on arrive 3 semaines en avance, en général, sur ces types de pays, pour justement s'acclimater, arriver à la course et être exactement comme elle. Et ça, tous ces frais-là, parce que tu dois arriver 3 semaines en avance, donc il y a des hôtels, il y a les avions, tout ça c'est payé par la Fédération française de roller Oui. Tout ce qui touche à l'équipe de France, dès qu'on est en équipe de France, c'est la fédération qui prend tout en charge. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que c'est un coût. C'est un coût, c'est pas anecdotique. C'est un gros coût, oui. Et tu parlais donc... si j'ai bien compris, que quand vous êtes sur pluie ou sur route sèche, il y a différents types de rollers, donc il y a différents types de roues en fonction Alors on a les mêmes rollers, les mêmes platines. Par contre, au niveau des roues, on n'a pas les mêmes roues s'il pleut que s'il fait sec. Comme pour la F1, où ils changent leurs roues. Voilà, okay. Pareil. On a juste un type de roue de pluie, mais tout le monde a les mêmes. Et après... roues sèches, on a des différentes duretés, différentes marques. Chacun choisit les roues qu'il veut, quoi. Et pendant une course, tu peux changer de type de roue ou alors non, c'est quand tu démarres ta course... Quand tu démarres ta course, tu as fait ton choix et tu vas jusqu'au bout avec. Et tu as déjà eu pendant une course où tu décides de partir avec des roues sur route sèche parce qu'il ne pleut pas et pendant la course, il commence à pleuvoir et d'autres équipes ont choisi de prendre des roues de type pour route mouillée et ça joue sur la course. Oui, ça m'est arrivé cette année à Shanghai en Chine. Donc je suis partie avec les roues sèches. Mais c'était quand même des roues qui pouvaient à la limite passer sur du mouillé plus que d'autres. Donc j'ai fait ce choix de prendre une transition et en fait je fais 6e et les 5 devant moi, elles avaient des roues de pluie. Mais après c'est qui tout double, on est parti, il pleuvait pas. Elles ont fait le choix. Et qui prend cette décision à ce moment-là ? C'est toi en tant qu'athlète ou c'est ton coach ou c'est vous deux ? Alors là, c'est moi en tant qu'athlète parce que je suis dans une team où j'étais essentiellement seule. Donc c'est moi qui fais mon choix. Mon coach, il est essentiellement là pour m'entraîner à Nantes. Après, au-delà, comme il a une casquette d'entraîneur aussi national, il peut pas m'accompagner partout. Et comme moi, je suis dans une team, il peut pas venir avec moi. Et c'est aussi, il est sélectionneur junior et il aide aussi le sélectionneur senior. Et il entraîne aussi les meilleurs athlètes de France, donc il ne peut pas être qu'avec moi. Mais ouais, c'est mon choix. Et après, quand ça marche, c'est qui tout double. Hein. C'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et puis c'est comme ça que tu peux gagner une course ou que tu peux terminer 5e. Enfin, après, là, c'est des choix stratégiques. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a les compétences physiques, compétences mentales, on en a parlé, et puis il y a des choix stratégiques durant une course ou avant la course qui peut jouer sur le résultat final. Comment tu t'entraînes quand tu es sportif comme toi de haut niveau ? Est-ce que tu t'entraînes toutes les semaines, plusieurs fois par jour ? Combien de fois ? Comment tu t'entraînes toi ? Alors moi j'ai un calendrier assez complet. je pratique du coup plusieurs sports au-delà du roller. Pour le roller, hein, je suis pas licenciée dans d'autres clubs, mais je m'entraîne, on va dire, 2 fois par jour, bi-quotidien,
pendant au moins 5 jours par semaine, Ok. sur 7, 5 jours sur 7. Et en fait, on a souvent, en période hivernale, on a souvent des bases, c'est 3 semaines d'entraînement. Et la quatrième, on a un jour de repos, ou 3 semaines complètes, un jour de repos, 3 semaines complètes, un jour de repos. Ça, c'est essentiellement l'hiver. Après, quand les compétitions commencent, en fait, on baisse le volume et on fait plus des choses spécifiques. L'hiver, on est là essentiellement pour faire gonfler le cœur, comme on dit, prendre de l'endurance et en fait arriver avec un cœur solide et des jambes En prêtes, acier. ouais, voilà, des jambes prêtes pour commencer la saison. Et là, on revoit toute la technique, le côté tactique un peu moins en hiver, parce que c'est pas forcément nécessaire, en tout cas à ce niveau-là. Et après, quand les compétitions commencent, là, c'est beaucoup de spécifiques. Donc, on baisse le volume, on n'enlève pas des entraînements, mais on baisse un peu le volume et on fait en sorte que les entraînements ne soient pas quelque chose qui peut être rendu négatif pour après les compétitions. Parce qu'on enchaîne beaucoup de compétitions et en fait, il faut que tout soit associé. Et là, c'est le rôle du coach de dire, on fait ci parce que ça, on fait ça parce que ça. Voilà. Et tu disais que tu faisais d'autres sports, donc j'ai cru voir les gens qui font du roller, ils font aussi pas mal de vélo. Je sais pas si toi t'en fais. Alors c'est pas ma passion, c'est vrai que c'est pas trop mon truc le vélo, mais j'ai pas le choix. Donc oui, j'en fais un peu et du coup moi j'alterne avec de la course à pied. Ok. Course à pied, après on a de la pliométrie, quelque chose qui est très spécifique au roller. C'est quoi la pliométrie ? C'est des exercices à pied sans charge, où en fait on va essentiellement faire des mouvements roller. Sans roller, mais mouvements à pied roller. Et après de la musculation à côté. Ouais, donc salle de muscu, la classique, squat, soulevé de terre. Ouais. Et donc on doit entraîner, je sais pas, c'est une question bateau peut-être pour toi, mais en aviron, j'avais une idée reçue comme quoi elle avait beaucoup de force dans les bras, mais en fait, dans l'aviron, c'était beaucoup de force dans les jambes, dont tu avais besoin. Toi, on doit entraîner beaucoup les jambes, je présume. Oui. Et donc tu fais moins le haut du corps. Oui. Ok, donc c'est beaucoup d'entraînement sur les quadrilles. C'est ça, c'est d'où des fois les jambes plus importantes que le haut du corps. En fait, on est tellement en iso dans notre sport qu'on n'a pas le choix de travailler énormément nos quadrilles, nos ischios. Les vastes, ils travaillent énormément, donc on a des vastes assez développés. Et c'est essentiellement du coup le bas. Après, on n'oublie pas le haut, mais c'est pas essentiel. Si on rate des séances, c'est pas grave. Ou si on met une grosse importance sur le bas et qu'on n'a pas le temps de faire le haut, c'est pas grave. Ouais. En fait, ce qu'il faut, nous, c'est avoir des abdos, comme beaucoup de sports. Hein. Les abdos, c'est essentiel. Après. Mais si t'as pas d'épaule ou de bras non, très gros, c'est pas du tout important. Tes bras ils te servent juste à tenir en équilibre ou à faire les bonnes trajectoires. Ouais. Mais c'est pas ça qui va te donner de la vitesse. Non, c'est pas important pour nous d'avoir des bras développés ou des épaules développées. En tout cas, en fond, c'est pas important. En sprint, c'est peut-être un peu plus important parce que faut qu'ils aient un gainage sur tout le corps. C'est très tonique, c'est comme des 100 mètres à pied. C'est très tonique, ils travaillent tout. Moi, en fond, je n'ai pas besoin d'être tonique ou d'être tendu comme ça, comme une course de sprint. Donc, nous, c'est pas très important. Est-ce il vaut mieux être petite ou grande quand on fait du roller? Il vaut mieux être très, très musclé, donc avoir plus de masse musculaire, ou plutôt fine? Enfin, toi, comment tu le ressens? Alors, on n'a pas de grands. D'accord, donc c'est plutôt des gens petits. Ouais, moi, je suis petite, je fais 1m60, mais je dirais que les filles, en général, elles font entre 1m60 et 1m80 max, ouais. C'est pas énorme, hein. C'est vrai qu'on n'a pas des gens très grands. Les plus grands, c'est souvent des Hollandaises ou des Hollandais. Mais sinon, non, c'est pas très grand. Et après, franchement, il y a tout type de morphologie. Il y a les filles ou les garçons qui sont très longilignes. Et du coup, ça peut leur servir en... En fait, ça dépend tellement de la qualité de chacun. Le rapport poids-puissance, il est très important aussi comme au vélo. Donc forcément, si on est très très développé en bas et qu'on veut faire du fond, ça peut être compliqué. Donc c'est là qu'il faut ajuster toutes les séances de muscu, de tout ça. Mais après, en général, notre corps, il se fait aussi avec ce qu'on fait. Donc si on abuse sur la muscu et qu'on veut être fondeuse et qu'on a des cannes qu'on n'arrive plus à soulever,
Enfin, des jambes plutôt que des Oui. cannes. Mais après, tu le dis comme Nous, tu on veux. parle comme ça. Mais disons-le pour les Mais, gens qui nous écoutent. Mais Mais ouais. j'entends. Alors moi, je vais le répéter à chaque podcast parce que c'est bien. J'interviewe des sportifs de haut niveau, mais moi, je suis pas du tout sportif. Alors, je le répète à chaque podcast. On entend souvent que l'alimentation joue aussi un grand rôle dans les sportifs de haut niveau. Est-ce que toi, tu as des règles alimentaires strictes ou que tu dois respecter toute la semaine? Non, moi, je me mets pas de... Dans tout ça, je me mets pas de... En fait, je me prive pas. Oui. J'ai pas envie de me priver. Alors, je fais très attention à ce que je mange. Et ça, je pense que je l'ai appris aussi au fur et à mesure que j'ai grandi, en fait. Ce que j'ai découvert aussi en vivant toute seule, parce que je suis partie tôt de chez mes parents. En vivant toute seule, il faut bien se faire à manger. Donc là, c'est le choix. Hein. Quand on est jeune, c'est soit on mange très mal et on part dans des dérives où on n'arrive pas à se tenir, ou soit on apprend petit à petit à se faire à manger correctement et pas à manger des cochonneries. Donc je ne me mets pas un régime parce que je pense que j'en ai pas besoin aujourd'hui, mais je fais très très attention à ce que je mange et encore plus en période de compétition très très importante, quoi. Parce que tu viens pas de Nantes, hein, t'es de Mayenne si je dis pas de bêtises. À quel âge tu pars chez tes parents? À 15 ans. Ok, à 15 ans. Et donc à ce moment-là, donc c'est pour l'équipe de France, ou le sport de haut niveau pour le roller. Sinon tu serais pas parti, je présume. Oui, je pense que je serais pas partie, mais... Et comment ça se passe quand on part à 15 ans? Là, tu dois prendre un appart toute seule à 15 ans ou... Non. J'ai fait le choix de partir en transition entre le collège et le lycée, du coup. En fait, j'ai eu ma première équipe de France, du coup, en 2011. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, en fait. C'est ça, ma destinée. Je veux être championne de roller. Okay. Donc, avec mes parents, on en a discuté. C'était ma maman, mon entraîneur à l'époque. Et nos relations n'étaient pas très cool parce que du coup ça faisait plus une relation entraîneur-élève que maman-fille, ce qui est des fois important en sport mais ce qui aussi se reflétait un peu dans notre vie quotidienne à la maison. Donc j'avais pas envie de ça, donc j'ai décidé de partir et mon club s'est un peu cassé la figure du coup à Château-Gontier à cette période-là. Tous les clubs ça fait du haut, du bas, du haut, du bas et moi j'étais dans la période basse. Je me suis retrouvée un peu toute seule. Donc on a fait le choix que si je voulais continuer, que c'était mon désir, de partir sur Nantes. Je savais que mes grands-parents étaient sur Nantes, du coup j'avais de la famille, j'étais pas toute seule. Okay. Donc j'ai fait le choix d'aller dans un lycée classique et de ne pas intégrer le pôle avec le sens, où c'est un parcours avec des classes aménagées et moins d'horaires de cours. Donc j'ai fait le choix de faire un lycée classique et d'avoir ma scolarité classique. Et là j'étais en internat. Okay. Et après, je suis partie chez l'habitant. Ok, et donc tu as fait internat, donc ça veut dire que tu faisais tes cours classiques comme tout élève, comme je l'ai connu, et que le soir, tu allais t'entraîner, donc oui. Ok, et tu as eu ton bac à la fin? J'ai eu mon bac. Oui, j'ai eu mon bac. Et tu as même fait des études supérieures après, ou alors après, tu t'es consacré directement Alors, j'ai voulu aller en STAPS parce qu'à la base, je voulais être fleuriste. J'ai prétendu aller dans l'école de fleuriste. Malheureusement, ils n'ont pas voulu adhérer à mon projet sportif, donc j'ai fait un choix. J'ai dit, vous voulez pas m'aider, j'irai pas, tant pis. T'as raison. C'était mon désir, donc tant pis. Donc je me suis rabattue sur du STAPS parce que les profs m'ont dit, vas-y, tu fais du sport, tu vas t'épanouir là-bas. Et non, pas du tout. Donc au bout de 4 mois, j'ai arrêté. Et sachant que ce qui m'a pas aidé, c'est que j'ai eu un championnat du monde qui était dans cette première partie d'école. Et en fait, du coup, ça m'a sorti direct de ma scolarité. Donc, en fait, quand je suis rentrée, j'ai fait le choix. Je me suis dit, en fait, c'est pas ce que je veux. Donc, j'ai arrêté et je me suis mise à travailler à côté. À travailler à côté, on en reparlera. Et toutes ces périodes, toutes ces décisions que tu as prises, tu as toujours été soutenue par tes parents Oui, j'ai eu de la chance, c'est que mes parents, ils ont toujours adhéré à mon projet. Et je pense que c'est parce que vu que c'était aussi des anciens sportifs de roller, ils savaient que c'était dur, que ça allait être dur. Mais ils m'ont toujours laissé faire mes choix tant que j'étais consciente de ce que je faisais et que tout ce que je faisais, c'était dans mon intérêt du roller, dans mon projet personnel, ils m'ont toujours suivi.
Ok. Mm. Mais pas de regret, de toute façon, Pas vu de ce regret. que tu as parcouru. Non, et puis je parcours le monde aussi, c'est donc c'est clair. pas donné à tout le monde. Non, Hein, non. des enfants de 17-18 ans, enfin des ados à cet âge-là de parcourir le monde, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai mesuré la chance que j'avais d'être suivie et en même temps de faire ma passion, quoi. C'est clair, non, c'est super. Donc de ce que j'ai trouvé sur Internet également, parce que j'ai dû me renseigner, l'interview s'est faite un peu précipitamment. Ouais. Tu travailles à la police nationale depuis 2023. Est-ce que tu peux nous en parler comment tu as été recruté comment tu as fait pour passer? Est-ce qu'il y a des concours voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça, du coup, c'est autre chose que de faire le parcours pour rentrer en police. Oui. Faut passer un concours et entrer dans une école. Là, ça a été fait différemment parce qu'on est sportif. Okay. Et en fait, la police a décidé d'ouvrir une réserve opérationnelle et d'accueillir des sportifs de haut niveau. Et j'étais en plein championnat du monde quand ils ont lancé leur campagne. Et ma fédé, du coup, ils ont relayé ça aux fédérations qui, eux, nous ont envoyé les mails. Et j'étais en plein championnat du monde, j'étais au cours de mes compétitions. Et j'ai mon coach à l'époque, enfin mon entraîneur national de l'époque, qui me dit est-ce que tu as répondu à ce mail? Je lui dis bah non, j'ai pas mon ordinateur, je suis en Argentine, j'ai pas de CV, j'ai rien. Bah tant pis quoi. Ouais. Et il revient me voir et il me fait bah prends un ordinateur et fais-le. Ok. Mais je suis en plein championnat. Tu le fais. Ok, je le fais. Donc il est 22h, il fallait rendre jusqu'à minuit. Ouais. Me voilà à créer une lettre de motivation et un CV. Alors que c'était pas du tout dans tes plans prévus, donc il fallait écrire une lettre de motivation sur tes motivations que tu n'avais pas spécialement. Que je ne connaissais pas trop non plus. Ils n'avaient pas donné trop de détails à cette époque du projet non plus. Donc, et étant sport non olympique, on passe souvent à la trappe. Donc je me suis dit, bon, si tu veux, mais tentons. Et en fait, mon dossier a été retenu. Ouais. Et j'ai dû venir à Paris passer un entretien. Okay. J'ai passé mon entretien et là, j'étais à La Réunion. Trop cool. En vacances, cette fois-ci. Après mes championnats, du coup, je suis partie en vacances à La Réunion voir le club de roller là-bas. Et je reçois un mail de mon coach, un message qui me dit « T'as vu tes mails? Va voir tes mails. » Bon, non, là, écoute, je suis dans un bar, je profite. Va voir tes mails, ok. Et là, je lis mes mails et en fait, je vois que j'ai été sélectionnée dans le dispositif. Donc là, ça a été une délivrance parce que j'y croyais pas forcément. Je me suis dit, bon, voilà quoi, on va encore passer à la trappe, le roller comme d'habitude. Et en fait, j'ai été retenue et en fait, la satisfaction que j'ai, c'est que j'ai été le seul sport non olympique à intégrer le dispositif. Okay. Donc là, j'étais hyper contente pour moi, mais aussi pour le roller, quoi, parce que ça fait un tremplin quand même. Donc aujourd'hui, c'est ton métier d'être policière ou tu es en réserve de la police nationale? Alors, je fais partie de la réserve de la police nationale et c'est essentiellement un contrat d'image. Donc, on a été formés, on a une autre formation qu'on a dû valider pour rentrer aussi dans cette réserve parce que c'est très important, c'est les critères. Donc, on a dû tous passer la formation pour rentrer dans cette réserve. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a intégré les rangs de la police nationale. Et maintenant, on a essentiellement un contrat d'image. Donc, on est mis à la disposition de la police. Et on doit aussi leur donner 25 jours par an. Ok, d'accord. Et c'est eux qui nous contactent pour des missions. Ils nous disent bah, « Marine, t'es prête aujourd'hui? Est-ce que t'es disponible ce week-end? Oui. On a un rassemblement. Tu peux venir? Oui ou non ?» Et ils prennent tout en compte notre calendrier de course. On est beaucoup d'athlètes. Donc, ils prennent tout en compte, tous les calendriers, et ils modulent un peu comme ils peuvent. Un peu tout. Et donc, toi, aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie? C'est avec tes courses de roller en tant qu'athlète? Est-ce que c'est que tu as un métier à côté? Est-ce que tu peux... Je gagne ma vie grâce à la police nationale. Ok. Et je suis vraiment contente, en fait. Ça a été un très gros soulagement quand ils m'ont prise dans leur rang. Parce qu'avant, je travaillais, du coup, à mi-temps. Parce que je ne pouvais pas non plus faire un temps complet, c'était pas possible.
je travaillais un mi-temps et le seul métier qui m'a un peu aidée, entre guillemets, j'ai trouvé une patronne vraiment incroyable qui me laissait faire les horaires que je voulais. J'étais aide à domicile. Ok. Et en fait, c'est la seule personne qui m'a dit, bah ok, t'as ton projet sportif, je vais t'aider aussi. Donc, C'est quelqu'un sur Nantes? oui, c'est une entreprise sur Nantes, ouais. D'accord. Et en fait, après, j'ai arrêté du coup. Et j'ai postulé, bah, c'était la même période, j'ai postulé à la police et je suis rentrée. Donc aujourd'hui, c'est la police nationale Donc il te verse un salaire? qui me verse un Ok. salaire tous les mois pour... Et ça te permet de t'entraîner correctement pour oui, tout. Enfin, d'avoir ton temps libre pour t'entraîner correctement c'est ça. et atteindre les. En fait, on est disposé, donc on est à la police nationale, mais on est disposé pour nos entraînements. C'est trop bien. Donc oui, c'est trop bien. Non, non, C'est mais trop bien c'est. parce que en fait, c'est le but de notre carrière de faire ce qu'on a envie, enfin, de faire ce qu'on a envie, d'être surtout à temps plein pour être le meilleur en fait dans notre discipline. Hmm. Et je pense que tous ceux qui sont rentrés dans ce dispositif, ils mesurent la chance qu'on a et l'opportunité qu'on a parce que c'est pas donné à tout le monde et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent y rentrer et c'est un soutien incroyable parce que moi je pense que sans eux ben, j'en serais pas là aujourd'hui parce que je pourrais pas autant m'entraîner, je pourrais pas être autant épanouie aussi mentalement parce que je sais que derrière je suis pas à l'arrache à me dire bah non je peux pas acheter ça à Ouais. manger parce qu'en fait À la j'ai fin du pas mois, assez c'est de sous compliqué. quoi voilà. Donc non c'est un soutien essentiel à ma vie aujourd'hui d'athlète. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton coach qui t'a fait lire ce mail il y a quelques années en arrière? Ouais, parce que tu passais à côté de ce mail, tu n'aurais Bah peut-être oui, pas la oui, vie bah non, que c'est tu as sûr, aujourd'hui. bah non. Euh, Bah non, je le remercie parce ouais. que c'est pas mon coach Arnaud Giquel Hmm. qui m'a fait ça, c'est Alain Nègre, Ok. voilà. Mais lui, il est à l'affût de tout ça et il tente aussi, enfin, il sait que souvent ça passe pas, mais qu'en fait, au bout d'un moment, à persévérer, ça va forcément passer à un moment donné. Et il connaissait ma vie qui était galère et tout, Cool. donc bah, je le remercie. Et du coup, bah, Arnaud, il m'a quand même aidé à faire aussi ma lettre de motivation. Ouais. Et Donc, lui, il était peut-être en France et donc il y avait 6 heures de moins ou 6 heures de non, plus. non, ils étaient avec moi Ah, là-bas. ok, ils Ils étaient étaient en avec moi Argentine. là-bas, ouais. Parce que j'allais dire en pleine nuit, peut-être qu'il t'aurait. Non, Mais non, je bon. pense qu'il serait en train de dormir. Ouais. Ouais, mais des fois, quand il y a des choses Et c'est lui importantes. qui m'a prêté son ordinateur pour que je puisse envoyer mes mails. Donc, Voilà. Ok, cool. non, ils m'ont sauvé la vie. Ouais, Enfin, ma vie d'athlète en tout cas. super. Non, mais c'est bien. C'est trop cool. Pour les JO 2024, j'ai trouvé que tu t'exprimes le souhait de patrouiller en roller avec la brigade donc territoriale de contact. Oui. Donc ça fait partie de la police nationale, ça, la brigade? Ça fait partie de la police nationale. C'est basé essentiellement à Paris, dans Ok. un quartier de Paris. Et en fait, je suis allée avec eux faire une reconnaissance un peu, aussi voir comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils faisaient, où ils intervenaient, comment ils rencontraient la population, tout ça. Et en fait, mon souhait à moi, c'était d'aller dans la brigade pour les aider pour les JO de Paris. Ouais. Malheureusement, mon calendrier, ça allait pas forcément non plus. Et c'était aussi un peu trop dangereux parce que j'ai pas les mêmes rollers. Moi, je peux pas exposer mes rollers dans Paris. Ouais, c'est sûr. Avec Et, les pavés, c'est peut-être pas. Voilà, il y a aussi des risques de blessures. On sait jamais ce qui peut se passer sur le terrain. Mm. Et c'était un peu trop dangereux pour moi, sachant que juste après, je partais en championnat du monde. Donc ça n'a pas pu se faire, mais j'ai pu les rencontrer et franchement, c'était super chouette. Pour les gens qui nous écoutent, la BTC, donc la Brigade territoriale de contact, de ce que je trouvais, donc c'est unique en Europe. Oui. C'est une brigade chargée de sécuriser les zones touristiques emblématiques de Paris, telles que le Louvre ou les Tuileries. C'est ça. Et donc, en fait, c'est ces gens-là, la police, qui tournent autour de ces monuments pour sécuriser ces monuments Voilà. pour les touristes. Ils tournent en roller. Ouais, ouais, ok, voilà. d'accord. Donc, c'est un avantage souvent parce que ça va plus vite. Les rollers, ça va plus vite. Et puis, c'est des professionnels, pas au même titre que moi, c'est pas du tout la même chose, mais c'est des professionnels pour aller... plus rapidement sur des interventions où d'autres collègues sont loin, eux ils peuvent arriver plus vite. Il y a peut-être aussi des cavaliers, enfin des gens qui sont des cavaliers de haut niveau à cheval, je présume. C'est les mêmes qu'on retrouve, ils font partie de la BTC. Alors ça je ne sais pas. Mais oui, c'est pas le même domaine, mais c'est à peu près la même chose. C'est les cavaliers, ils vont errer dans les rues, au moindre chose, ils peuvent intervenir plus facilement aussi
plus rapidement. Ok. Et comment tu fais à ce moment-là pour intégrer la BTC? Parce que c'est autre chose. En fait, le fait que tu intègres la police nationale, ça t'ouvrait ce droit-là ou... Alors ça pourrait m'ouvrir ce droit-là. Par contre, à la réserve opérationnelle, on ne peut pas aller dans cette brigade. Parce qu'il faut quand même passer le concours et l'école. Il faut faire 1 an d'école pour être gardien de la paix. Et après, il faut passer d'autres concours pour intégrer cette brigade. Donc il faut qu'ils nous voient en roller aussi, parce que c'est essentiel, ou cavalier ou d'autres. C'est essentiel de savoir faire du roller. On ne peut pas intégrer si on ne sait pas faire de roller. Donc eux, ils ont un système en intra pour savoir si oui, tu as le droit d'intégrer. Ils font passer des petits tests, des examens. Ok. Donc toi, ça va le roller? Bah moi, du coup, je pourrais, oui. Ok. Est-ce que... Donc le roller, c'est pas une discipline olympique. Ça a déjà été présenté au JO dans les années passées ou pas du tout? Ça a été présenté au JO de la jeunesse. Ok. Je sais plus c'était en quelle année, en 2018. C'est quoi les JO de la jeunesse? C'est des JO, ok. mais pour... ça doit être des moins de 16 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça. Et une fois, le roller a été intégré dans ces JO-là, mais il a été enlevé. Ok. Pourquoi, je ne sais pas du coup. Mais il a été enlevé et là, on a déjà été mis sur des listes de recrutement, les pré-listes où on sait les sports qui peuvent y rentrer, enfin qui ont potentiellement l'avenir d'y rentrer. On a été sur ces listes, mais on n'est pas passé. On n'est jamais passé. Et la chance qu'on a eue pour notre fédération, c'est que le skateboard, lui, est passé. C'est le skateboard qui est rentré dans la fédé de roller. Okay. Le roller et skateboard, c'est le skateboard qui est rentré aux Jeux Olympiques. Ouais, peut-être qu'un jour, enfin on espère quand tu seras encore en activité, parce que pour tout sportif, c'est vraiment un souhait de faire des JO. Enfin, je sais pas si toi c'est le cas, mais les JO c'est quand même un graal de participer aux Jeux Olympiques, surtout que cette année c'était à Paris. Bon, voilà. Oui. Mais on a reçu d'autres disciplines qui sont pas non plus aux JO, et il y a eu des présentations. Par exemple, on a eu un joueur de l'équipe de France de Futnet, qui est le tennis-ballon. Et c'était en présentation au JO, mais c'était présentation du sport, qui est un sport qui date de plus de 100 ans, mais qui n'est pas encore au JO. Et pour le coup, il y a d'autres disciplines comme le breakdance qui est rentré au JO. Et voilà, et donc des questions qui se posent. Et en tout cas, ce sportif-là, Maël Delanoux, il nous disait que c'est vraiment, les JO, c'est vraiment un truc qui quand tu as touché les championnats de France, les championnats du monde, il te manque un truc, c'est les JO. Alors... Pas toi. Oui et non, c'est pas ça, c'est que honnêtement, je sais que moi dans ma carrière, je pourrais pas les faire, parce que si un jour ça y est, je pense que non, ça sera pas dans 4 ans non plus, on le sait, on sait souvent d'avance aussi. Je sais que moi quand je vais arrêter, ils y seront toujours pas. Et c'est un souhait en tant qu'athlète, bien sûr, de faire les JO, c'est le Graal. Je pense que toute personne qui veut faire du sport veut faire des Jeux Olympiques. Après, ils sont pas rollers, donc je me suis jamais dit je vais absolument faire les Jeux Olympiques. Donc pour moi, tant que j'étais championne dans mon sport, pour moi c'était mon Graal. Donc j'ai pas envie d'aller dans un autre sport pour faire des JO. Non, bien sûr. Donc mais si c'était amené à venir aux JO, c'est vrai que ça aurait été une opportunité. Oui, bien sûr. C'est quoi une carrière de roller? Enfin, là, tu disais que probablement tu verras pas en tant que sportive les JO. Ça veut dire que ta carrière, elle s'arrête quand à peu près, quand tu es coureuse comment on dit d'ailleurs? Patineuse. Patineuse, ça, c'est de quel âge à quel âge? Enfin, de 3 ans. Ouais. Alors, une carrière de haut niveau, c'est essentiellement à peu près, on va dire... du vrai haut niveau, on va dire de 18 ans, ça peut commencer vers 18 ans jusqu'à l'au-delà, j'ai envie de dire. Après, chez les hommes, à peu près, ça se termine vers les 35-36 ans, ça peut, encore jusqu'en marathon. Peut-être pas en course classique, mais au moins jusqu'en marathon. Après, chez les filles, forcément, on a envie d'avoir des enfants. Donc, ça limite un peu le développement de la sportive, mais... Aujourd'hui, il y a plein de sportives qui donnent naissance et qui après reviennent dans leur sport. T'as des coéquipières comme ça qui ont eu un enfant et qui sont revenus? Pas au roller, non. Tu connais pas? Non, pas au roller. Pas en France en tout cas. Okay. Après, il y a une Colombienne
qui a été maman et qui est revenue, mais qui a été maman jeune. Ok. Donc, je crois qu'elle avait 26 ans quand elle a été maman. Donc là, effectivement, quand on a 26 ans, on peut se permettre de se dire, bon, bah, il me reste encore quelques années, je peux retourner à mon sport. Mais en général, quand on veut être maman et qu'on a déjà 30 ans, il n'y a personne qui revient. Non. Et toi, c'est un souhait d'avoir des enfants plus tard Oui. Ok. Moi, je sais que je me laisse encore 2 ans. Tu te laisses le temps de finir ta carrière Je me laisse 2 ans. Ok, d'accord. Ouais, parce que je pense qu'après, bah, c'est pas que j'aurais fait le tour, mais bah, je pense qu'un jour, il faut quand même faire le deuil. Et si je veux avoir des enfants aussi, il va falloir que je passe le cap. Ouais, mais tu feras d'autres choses. Tu Oui, feras non, plus de mais... compétition, oui, certes, voilà. mais tu continueras le roller. De toute façon, je pense que toute ma vie. Mais oui. il faut quand même faire le deuil de sa carrière et ça, je pense que ça va être terriblement dur. Ah ouais. Comme j'ai vécu que ça, il va falloir que je trouve autre chose. Mais bon, tu seras entouré par toute la fédération de roller, Oui. je présume. Oui. Ok. Est-ce que, en tant qu'athlète, tu as des sponsors personnels le roller est sponsorisé est-ce que toi, est-ce que c'est l'équipe de France qui est sponsorisée ou est-ce que c'est toi personnellement qui est sponsorisé? C'est moi personnellement qui suis sponsorisée. Okay. Donc au roller, on a souvent l'équipe de France et à côté, quand on est bon, entre guillemets, à un niveau avec un palmarès, on peut trouver des équipes. Okay. Donc des équipes essentiellement de roller du coup. Moi, cette année, j'ai été chez NL Premium, c'est une team taïwanaise. D'accord. Et c'est très dur parce que financièrement, ça coûte cher. Donc, c'est au niveau des aides personnelles, c'est très très dur de trouver un sponsor qui arrive à défrayer tout ce qu'on a. C'est vraiment très dur. Mais après, au-delà, j'ai un sponsor qui s'appelle Hydrénergie à Fisport. C'est quoi? C'est de la boisson. Ouais, de la boisson. Ouais, de la nutrition, essentiellement de la boisson, nutrition sport, nutrition tout ça. Et à côté, non, j'ai pas d'autres sponsors. Et quand tu as ces sponsors-là, comment tu fais pour les démarcher? Est-ce que c'est toi qui les as démarchés? Est-ce que c'est eux qui t'ont démarché? Alors là, c'est eux qui m'ont démarché via quelqu'un d'autre. D'accord. Et en fait, ils sponsorisaient déjà quelqu'un du roller. Et ils ont changé d'athlète parce qu'il a arrêté sa carrière aussi. Et du coup, c'est eux qui m'ont contacté pour représenter leur marque. Et est-ce qu'ils te demandent des choses particulières quand ils te sponsorisent? Est-ce qu'ils te demandent de mettre en avant leurs produits? Est-ce qu'ils te demandent bien évidemment d'avoir leur nom sur ton maillot, je présume? Ça, pas forcément. D'accord, non. Mais plutôt... À partir du moment où en fait on montre sur les réseaux leur gamme, okay. Ça les satisfait parce que c'est une petite entreprise qui est française, qui se situe à Guérande. Okay. Donc eux, ils cherchent pas des choses très importantes. En fait, c'est vraiment petit, donc ils se développent dans les sports et moi, ils me demandent juste de faire de la pub et après, moi, je leur donne de retour aussi sur les produits, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Ok, cool. C'est vraiment un travail main dans la main avec eux. Oui. Ok. Est-ce que quand on sait faire du roller, on sait aussi faire du patin à glace? Ou alors c'est deux choses complètement différentes? C'est différent. Moi, j'ai testé pour la première fois, c'était en janvier dernier. Le patin à glace? Oui. C'est la première fois que tu en faisais, c'était en janvier dernier? Alors de la longue track. Oui. J'avais déjà fait du patin en patinoire comme ça pour m'amuser, mais de la longue track, c'était la première fois que j'en faisais. Tu peux expliquer ce que c'est la longue track pour Longue track, c'est du patin à glace. C'est comme du roller, mais sur glace, avec des lames. Et c'est un circuit de 400 mètres. Okay. Donc c'est le double du roller. Et c'est des patins moulés au pied comme au roller, mais avec une lame et pas une platine et des roues. Ouais. Voilà. Et alors, je sais pas... J'ai pas trop kiffé, moi. Alors, c'est rigolo parce qu'on dirait un pingouin au début, voilà. C'était un peu la cata, mais... Non, mais en fait, les appuis sont complètement différents du roller. C'est plus facile de faire de la glace au roller que du roller à la glace. Même si c'est quand même plus facile que quelqu'un qui démarrait comme ça du jour au lendemain. Mais en fait, nous, au roller, on n'a pas des appuis très précis. Enfin, pas autant qu'une lame de glace où on pose.
si c'est mal posé, Tu pars. voilà, ça part, ça grésille, ça fait gris. Ouais. Donc non, c'est c'est très limité. Si on n'a pas la pose d'appui dans le sol qui est hyper précise, quasi au millimètre près, il n'y a rien qui y renvoie. Ok. Donc ça marche pas. Ouais. Alors qu'au roller, on peut se permettre de poser un peu plus à droite, un peu plus à gauche, centré. Après, c'est nous, notre force sous le bassin qui va faire qu'on va rétablir la bonne technique, quoi. Ok. Mais après, les gestes, ils sont similaires quand même ou... Oui. Parce que Les gestes, oui. pour tourner, croiser et tout Oui. ça. En gros, la base est pareille. Juste la pose de pied dans le sol est différente. Mais D'accord. sinon, oui, ils croisent comme nous. Enfin, on croise, je sais pas, comme nous, comme eux, Oui. j'en sais rien. Pareil. Mais on croise pareil et nos foulées en ligne droite sont pareilles. Juste, nous, on fait de la double poussée ou du quart externe, pas eux. Ok, d'accord. C'est quoi du quart externe? Parce que là, tu me perds dans... C'est un appui sous le sol, Ok. donc centré sous le bassin. Et après, en fait, on va appuyer sous le bassin Ok. du côté externe, Ouais. qu'on va rebasculer du côté interne pour pousser après sur le côté. Tout ça, c'est technique, Voilà. mais on regardera sur Internet des vidéos. Alors que sur glace, c'est essentiellement une poussée sous le corps et ils vont pas du tout côté externe. Ok. Et après, ils rebasculent directement côté interne. Et donc, tu disais que des fois, tu allais à la patinoire avec tes amis, je présume. Et là, quand tu montes sur des patins à glace classiques, on va dire, tu sais directement rentrer sur une patinoire. Enfin, Oui. tu arrives, tu les chausses et tu peux aller dessus et tu as les Oui, gestes. parce qu'en plus, c'est des grosses lames. Oui, c'est voilà. c'est pas très technique. Oui, il les n'y a pas besoin patins d'être en précis. Non. Ok. On va passer au côté un peu expérience et compétition que tu as pu faire. Pour toi, c'est quoi les compétitions qui t'ont le plus marqué, que tu as pu vivre? Est-ce que c'est tes premiers championnats de France? Est-ce que c'est tes premiers championnats du monde? S'il y en a une qui t'a plus marqué dans ta carrière? Il y en a une qui m'a le plus marqué, c'est... Ah, c'est dur. Ou parle-nous d'une expérience, d'une anecdote. En tout cas, peut-être pas celle qui t'a le plus marqué, mais Alors, une qui... celle où elle était très très inattendue et au final j'ai fait un truc de fou, c'est les Jeux mondiaux qui se sont passés en 2022 Ok. à Birmingham aux États-Unis. En fait, c'est le Jeux olympiques des sports non olympiques. Ça s'appelle Ok. les Jeux mondiaux. Et donc j'ai été sélectionnée pour faire cette course. C'était au mois de juillet en 2022 et il s'est avéré qu'on a eu un accident de voiture en plein notre préparation avec mon compagnon le 1er juin 2022 et ça m'a fait une déchirure du mollet. Donc là, c'était compliqué parce que je ne l'ai pas su tout de suite. Au niveau médecin, ça a été compliqué. Ils n'ont pas détecté assez tôt ce qui s'était passé. Et bah, j'ai pas commencé les soins assez vite et en même temps, ça me laissait que 6 semaines pour me préparer et pour guérir et c'était quasi impossible. Ouais. Donc, ça a été dur mentalement de passer le cap, mais au final, ça s'est réparé assez vite. Une fois que j'étais prise en charge, j'ai fait tout le nécessaire pour être réparée, les kinés. Je faisais ça au Krebs de Nantes, donc j'ai été vraiment remise sur pied de la meilleure des manières. Et je pars à cette compétition. J'ai repris le roller une semaine avant, donc j'ai fait 1 mois sans roller. Ouais. J'ai repris une semaine de roller juste histoire de voir si déjà je pouvais patiner. Et le coach à ce moment-là ne pouvait pas changer le nom pour envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Donc en fait, j'avais T'étais pas obligée. forcément le choix. Ouais. Donc j'ai dit, bah, moi j'y vais, hein, j'ai rien à perdre, allons-y. Donc j'arrive à peine à faire du roller, mais ça revient petit à petit quand même. Je savais que bah, j'allais pas faire des résultats. Je pouvais pas, Ouais. vu mon état, je pouvais pas forcément. Mais c'était pas grave, moi j'étais au taquet à fond. J'arrive là-bas, pas de valise, Donc pas de roller. pas de roller. Il y a tout qui va oui, mal. Entre la Il y a rien blessure, qui allait. pas de roller. Non. En fait, à Nantes, on peut pas prendre les platines avec nos rollers. Donc on est obligé d'enlever notre matériel et de le mettre en soute. Donc j'arrive là-bas, pas de roller. Et sachant que pour les Jeux mondiaux, on n'arrive que 3 jours avant la compétition. Donc moi j'arrive là-bas, pas de roller. Donc j'ai pas pu essayer la piste. Mes rollers sont arrivés la veille, au soir. Donc j'ai pas essayé la piste.
Et j'ai remonté mon matériel. Et j'ai même pas pu m'entraîner là-bas sur place. Enfin, il y a quelqu'un au dernier moment qui m'a prêté une platine pour que je fasse au moins un entraînement, histoire de tester vite fait la piste. Donc je reçois mes rollers le soir et je crois qu'il devait être 23h. Il fallait que je remonte tout le lendemain matin. Enfin, l'après-midi, j'avais la course, quoi. Ouais. Donc je remonte mon matériel et puis je vais à ma course. Et puis avec mon coach à ce moment-là, on savait pas trop quoi faire parce que puis on savait pas mon état, on savait pas comment j'allais pouvoir patiner, enfin on savait rien quoi. Donc on a dit feu hein, on se lance dans la course comme ça quoi. J'avais pas forcément de tactique, rien. Et puis je voulais pas forcément en mettre en place parce que si j'arrivais pas à le faire, ça allait peut-être me desservir. Donc il m'a laissé champ, il m'a laissé libre. Et donc je suis dans ma course. C'était le 10 km point élimination à ce moment-là. Et je fais ma course. Et puis là, je fais deuxième. Wow. Le truc, j'étais en pleine course. Je me dis, attends, c'est bien parti là. Et je pars à la fin. Donc, je prends tous les points de la fin. Et je fais deuxième. Ok, à trop la cool. grande surprise. Et là, quand tu dis deuxième, c'est place finale. Donc, tu fais médaille Je fais médaille d'argent Okay. aux Jeux mondiaux de Birmingham, ouais. Et alors, tu ressens quoi à ce moment-là, avec toutes les péripéties que tu as vécues, parce que tu sors de blessure, Ouais. t'as pas tes rollers, donc il y a le stress émotionnel, Ouais. et tu finis deuxième. Bah, Quand tu passes à la ligne d'arrivée, que t'es deuxième. en fait, je suis sur le choc. Ouais, Je me dis, j'ai mis du temps à me dire, c'est vrai, est-ce que j'ai vraiment fait ça Tu t'en rends compte pendant la course ou tu t'en rends compte à la fin quand tu À la termines? fin de la course. Parce que Pendant la course, t'es concentré Ouais, parce qu'une course à points, en fait, on sait pas qui a les points. Ouais. Enfin, on sait qui prend des points, mais on sait pas combien sur 10 km, c'est 50 tours. On peut pas compter les points de tout le monde. Déjà, on compte nos points. On peut pas compter les points de tout le monde. Et il n'y avait pas d'écran pour dire telle fille a tel point, tel point, tel point. Donc, à ce moment-là, je sais pas que je fais deuxième. Donc voilà, et c'est à un moment donné, au bout de 5 minutes, ils annoncent le classement final. Et là, je fais deuxième. Et j'apporte la première médaille à la France des Jeux mondiaux en roller. Mais j'ai l'impression que tu fais toujours, enfin plusieurs fois, tu as fait une première, comme en 2024, là, cette année, où tu as fait première fois depuis 23 ans que tu rapportes une médaille d'or. Enfin, c'est vraiment impressionnant tout ce que tu fais. Est-ce qu'on se rend compte, ou est-ce que tu es dans ta bulle et tu te dis je fais ce que j'ai à faire et de toute façon je suis né pour ça? Je pense que je me suis jamais mis la pression du résultat. Je me suis jamais dit alors oui, je vais être championne du monde, je voulais être championne du monde, mais je me suis jamais dit si t'es pas championne du monde, t'as raté ta vie. Moi, je me suis toujours dit plus tu gravis les échelons, plus t'as de chances d'y arriver. Et à partir du moment où je faisais déjà des médailles, je me dis tu pourras y arriver. Mais je me dis pas là t'as encore raté, c'est fichu, ta vie c'est de la merde, c'est fini, machin. Je me suis jamais mise dans cette situation-là mentalement. Et je me suis toujours dit, c'est bon, je peux encore refaire, allons-y, et je peux peut-être faire mieux. Donc en fait, à chaque fois que j'arrive et que je réussis, je me dis, encore en fait, encore. Et là, c'est vrai que ça a été un peu un soulagement parce qu'à 27 ans, j'enchaînais les championnats du monde et je me disais, est-ce que je vais vraiment réussir un jour? Est-ce que je vais y arriver? Parce que jusque cette année-là, tu faisais championnat d'Europe, tu avais gagné les premières places, mais pas le championnat du monde. Non, jamais. Je faisais des médailles, mais j'avais jamais encore passé ce cap d'être championne du monde. En fait, je pense que je me suis jamais démotivée et je pense que j'aime tellement mon sport que je m'épanouis tellement dedans qu'en fait, dans aucun cas, je m'étais dit c'est nul, je vais pas y arriver. C'est de la merde, pourquoi je fais ce sport, pourquoi machin. J'ai toujours eu la conscience de me dire, t'as de la chance d'être là, prends ta chance, et il y en a plein qui rêveraient d'être là, d'être à ce niveau-là, et moi je fonctionne comme ça en fait, je fonctionne que au positif et pas au négatif. Trop bien. Faudrait que je pense que j'ai de la chance, il y a beaucoup d'athlètes, c'est pas le cas, et moi des fois ça me fait de la peine de voir des gens autant se dénigrer ou autant galérer comme ça. Je pense que c'est un bon message. Enfin, j'ai eu des discussions avec des amis comme ça où des fois, moi, quand je broie du noir, je me dis, t'as pas le droit de te plaindre. Regarde dans l'environnement où t'es, regarde autour de toi, tous les gens qui peuvent vivre dans la misère dans le monde ou même en France. Ouais. Arrête de te plaindre, t'as une chance inouïe,
as de la chance de travailler dans ce que tu veux faire, tu as de la chance Et donc, ça faisait un moment que je ne m'étais pas reposé cette question, mais là, tu me fais me la reposer, et donc il va falloir que je me remette plus à me dire, parce que des fois, là, moi, je monte 2 sociétés en ce moment en même temps, des fois, je me dis c'est dur et tout, et à un bout d'un moment, il faut dire non, mais c'est pas dur, j'ai de la chance de faire tout ça, donc merci de remettre... Je pense que c'est mon entourage aussi, comme je suis très bien suivie, je peux être que épanouie en fait. J'ai mon compagnon qui fait du sport avec moi, qui est champion du monde. Oui, il est champion du monde lui pour le coup. Donc là, je suis contente, je pourrais dire à mes enfants, papa et maman, ils sont champions du monde. Non, c'est dingue. Mais, vous êtes rencontrés au roller? Oui. Ok. Ouais, au roller. On avait 15 ans. Ah oui, donc ça fait longtemps. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble bientôt, oui. Donc on a évolué ensemble, il est devenu champion du monde plusieurs fois, donc maintenant c'est à mon tour. Mais je mesure la chance que j'ai d'être là, et puis j'ai mon amie Joséphine, ma meilleure amie, qui a eu un accident de roller, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que ma vie a changé, mon esprit a basculé aussi. Avant, quand je terminais des courses et que je gagnais pas, j'avais tendance à m'énerver, à me dire purée, qu'est-ce que t'as foutu, t'as pas gagné quoi, mais sans me dénigrer ou quoi, mais juste d'énervement parce que t'as pas gagné alors que t'avais envie de gagner. Et quand il y a eu cet accident, en fait ça chamboule tout pour moi, parce que je me dis elle a plus la chance de faire ça, moi je l'ai toujours, donc maintenant il faut que je me serve de tout ça pour aller de l'avant quoi. C'était ta coéquipière? Enfin, amie et coéquipière. C'était ma coéquipière d'entraînement et ma coéquipière quand on était en équipe de France, quand on était sélectionnés toutes les deux. Et elle a eu un accident en roller, donc en course? Non, à l'entraînement. À l'entraînement. Ouais. Donc, tu t'entraînais avec elle à ce moment-là? Oui. Et donc elle tombe? Elle tombe, on était sur route ouverte. En fait, on n'a pas beaucoup d'infrastructures, donc on trouve un peu ce qu'on peut avoir. Et on était sur route ouverte, sur une route déserte. Là où ça fait des années qu'il y a des entraînements de roller et il n'y a jamais eu de problème. Et en fait, c'était le printemps, donc il y avait des feuilles, il y avait du pollen, il y avait plein de choses comme ça. Et on était sur un entraînement, on faisait du sprint. Et en fait, elle a glissé, elle a chuté, et il y avait des barrières de sécurité sur le côté pour les voitures. Et en fait, elle s'est pris une barrière de sécurité en haut de son crâne. Elle a un casque à ce moment-là? Oui, elle a un casque. Oui, c'est obligatoire. Et en fait, ça lui a tassé les vertèbres et ça lui a pincé la moelle épinière. Et donc, nous, à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte que c'est aussi grave. Quand elle tombe, là, comme ça, donc tu vas vers elle, tu te rends pas compte que c'est aussi grave? Non. Et elle est consciente encore? Elle est consciente, ouais. Ok. Elle est consciente de tout. Elle te dit qu'elle a mal ou... Elle me dit qu'elle a pas mal, mais qu'elle sent plus son corps. Ah oui. Donc, nous, on appelle tout de suite le coach qui était plus loin à pied et qui vient. Et lui, il appelle directement les pompiers. Et les pompiers arrivent très, très vite. Donc, moi, je lui tiens la tête pour peut-être pas aggraver, j'en sais rien, parce que moi, je sais pas... de toute façon, quoi faire? Il n'y avait rien à faire. Dans tous les cas, fallait pas la bouger au vu de, du coup, la situation. Donc, moi, je lui tenais juste la tête pour éviter des dégâts. Et puis, plus. En tant que soutien aussi. Voilà. Et en fait, les pompiers sont arrivés très vite et ils l'ont prise en charge. Et ils sont partis... Et à ce moment-là, toi, tu la revois combien de temps après? Elle se fait opérer, c'était l'après-midi, donc elle se fait opérer dans la soirée. Je dois la revoir le lendemain, je crois. Okay. J'ai été autorisée à lui rapporter ses papiers, en fait, parce qu'elle vient de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ses parents sont montés et c'est moi qui avais ses clés d'appartement. Je suis allée lui apporter les papiers, tout ça. Donc, j'ai écouté une interview où elle témoigne de ça et que maintenant elle est dans la médecine. Elle a continué ses études en psychologie. Et donc j'espère que elle vit quand même une vie heureuse. Voilà, mais ça doit être dur pour une athlète d'avoir un accident aussi grave. Enfin, oui, je pense que tout stoppe du jour au lendemain là. Oui. Et toi, c'est ce que tu dis, ça te fait relativiser sur tout ça, ce que tu te dis, ça peut m'arriver demain peut-être aussi. Oui. Parce que quand elle tombe comme ça, c'est qu'elle fait une erreur ou c'est juste que c'est le destin, ça peut arriver à n'importe qui? Moi, je crois beaucoup au destin. Donc, pour moi, c'est une histoire qui devait lui arriver. Et je pense qu'elle aussi, elle me dit ça, que c'était son histoire et qu'elle était écrite et que c'est comme ça, en fait. Et que maintenant, faut qu'elle regarde de l'avant et que moi aussi. Et que
là, pour moi, ça a été dur parce qu'il a fallu que je fasse un deuil aussi. Elle, encore pire. Bien sûr. Mais moi, de mon côté, il fallait t'entraînes aussi que plus je avec. fasse un deuil parce que je la voyais plus dans mon quotidien. Enfin, pas de la même Oui. manière, que je la voyais plus dans le roller, plus sur les compétitions, sachant que la semaine d'après, j'étais en championnat de France. Donc c'était un enchaînement très 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 dur. Et je l'accompagnais au mieux à l'hôpital, quasi tous les jours au début. Et après, il fallait instaurer une nouvelle routine. Tu la vois toujours. Oui, bien C'est sûr. sûr. Oui, bien sûr. C'est une amie. Et maintenant, quand tu es en course, tu penses à elle ou tu penses ou tu es quand même toujours, enfin, t'es toujours focus sur ta compétition, bien sûr, mais Ouais. est-ce que parce que c'est c'est des émotions très fortes entre copines de course, c'est comme la famille, hein, enfin, vous passez votre vie ensemble. Oui. Les autres athlètes qu'on a pu recevoir, c'est pareil, ils disent on passe notre vie ensemble, on danse ensemble, on Oui, fait de l'aviron ensemble, et tout ça. Et est-ce que toi, tu cours pour elle, tu as toujours une pensée pour elle? Toujours. Ok. Depuis son accident, c'était mon binôme, mon binôme d'entraînement, mon binôme de vie à côté. Donc en fait, pour moi, elle est toujours avec moi et je sais que à chaque course, elle est derrière son écran et qu'elle m'encourage et qu'elle est super fière de moi et qu'elle est trop contente, quoi. Donc elle pleure quand je gagne, elle est pas contente quand je gagne pas. Enfin, elle est triste quand moi je suis triste parce que je gagne pas. Non, elle est essentielle aussi à ma réussite, parce que c'est aussi mon équilibre à côté du roller. Quand je sors du roller, il faut aussi son équilibre et elle en fait partie, donc c'est important. En tout cas, faut faire attention, comme quoi, même à des pros, ça arrive. Oui. Vous faites ça toute la journée et pour autant, il peut y avoir un accident et ça peut être grave. Donc tu disais casque obligatoire, protection. Il y a d'autres protections obligatoires aussi que tu portes? Non. Ou c'est vraiment que le casque? Essentiellement le casque. Après, à partir d'un certain âge, en fait, avant un certain âge, les coudes, les genoux et les poignets sont obligatoires. Après, on peut enlever les coudes et les genoux, garder les poignets et après, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qui se casse le plus facilement, les poignets? Quand tu tombes Toi, tu as eu des blessures? Non. Fractures? Non. Essentiellement, poignets, scaphoïdes et clavicule. Ok. Après, au-delà de ça, il n'y a pas forcément de casse chez nous. D'accord. Le plus souvent, c'est clavicule. Parce que quand on tombe en avant, forcément, si des fois on se retient trop, hop, le poignet il casse. Ou si on part directement sur la clavicule, ça casse. Je me souviens, ça, moi, ma mère se battait pour que je mette des protections de poignet quand je faisais ce que je t'avais dit avant. C'est très important. Quand je faisais du roller quand j'étais petit, c'est un des premiers sports que j'ai fait. Elle se battait pour que je les mette et moi je disais non, mais c'est nul, ça sert à rien. Si, c'est obligatoire. En club, en tout cas, c'est obligatoire. Après, chacun fait ce qu'il veut en dehors. Je crois que j'emportais en club, enfin, même c'est sûr. J'étais petit, je me souviens plus trop. Mais c'est obligatoire. Mais je devais emporter. Moi, j'entraîne le club, l'école de patinage de Rezé, et j'accepte pas un enfant qui n'a pas de protection. Mais c'est drôle parce que j'habitais à Rezé, donc je devais être au club de Rezé probablement. Mais je suis un peu plus vieux que toi, donc c'était dans les années 98-2000 que je devais faire du roller. Voilà, mais je sais qu'ils se battaient. Par contre, je portais pas de casque, en fin de mémoire. Ou alors, peut-être qu'en club, j'en portais, mais en tout cas, quand j'en faisais chez moi, je portais pas de casque. Pourtant, normalement, c'est le première chose à laquelle on doit penser, quoi. Ah, mais je crois pas, enfin, j'ai pas de souvenir que je portais des casques. Il y a beaucoup qui n'en portent pas parce que nous, on s'entraîne à la Collinière et il n'y a pas de casque. Il y a plein d'enfants qui mettent pas de casque, donc nous, on leur dit, mais mettez des casques. Vous vous rendez pas compte de l'impact. Et après, parce que, là, quand toi, tu fais des compétitions, j'ai vu, tu vas à combien de kilomètres/heure? Ça dépend du circuit, mais à peu près... si tu fais du sprint... ça peut aller entre 40 et 50. Ouais, 50 km/h. Donc là, tu tombes, c'est comme si tu es sur un scooter, c'est ça. Mais même, on voit bien un Schumacher qui est tombé en ski. En ski. Il allait pas très vite apparemment, et au final, il est dans un état végétatif. C'est hyper important, en fait. Si on est à vitesse zéro et qu'on est debout et qu'on tombe sur la tête, trauma crânien, et ça peut terminer. Donc c'est hyper important. Donc toi, tu as toujours porté un casque? Toujours. Ok. C'est des casques de vélo ou Oui, pareil. C'est les mêmes? Oui, pareil. Ok, d'accord. Ok. Et en termes de matériel, donc on a parlé de casque. Maintenant, il y a les rollers. Donc il y a tout type de rollers. Il y a les rollers pour le loisir, comme on connaît tous.
Toi, tu as des rollers professionnels. Tu en as ramené une paire, d'ailleurs, Oui. qui est juste à côté de toi. Oui. Combien ça coûte une paire de rollers comme tu peux avoir Est-ce qu'on est sur des prix exorbitants ou est-ce qu'on est sur des prix raisonnables? Alors exorbitant, je sais pas, Non, ça mais dépend voilà, des mais sports, mais c'est vrai que le roller, c'est un sport qui coûte assez cher parce que le matériel coûte cher. Une paire de rollers comme j'ai, c'est moulé à mon pied, d'accord. donc c'est entre 1000 et 1300 euros. Donc la paire avec ses roues ou Non, juste la chaussure? juste la chaussure. Ok, donc 1000 à 1300 euros la Voilà, chaussure. juste la Et chaussure. quand tu dis moulé à ton pied, ça veut dire que le magasin où tu vas l'acheter, tu mets ton pied dans Dans un moule. un moule. Ouais, soit en plâtre, soit en silicone. Et donc ils font couler un liquide qui va Voilà. mouler tout ton pied. Voilà. Et après, ils forment une chaussure. Et quand tu es dedans, donc c'est juste parfait pour ton Pour pied. mon pied. Que mon pied. Ok. Et sinon, si on veut une paire standard, c'est entre 500 et on va dire 700 euros. Ok. Une paire de chaussures. Et après, on doit rajouter en La dessous platine. la platine et après les roues. Et après les roues. Une platine comme j'ai, moi, c'est 350 euros. Ok. Et un jeu de roues comme j'ai, c'est à peu près 190 euros. Et les roues, tu les changes régulièrement ou ça Oui. dure dans le temps? Alors les roues à l'entraînement, ça dure parce que c'est de l'entraînement, donc on les use. Par contre, un jeu en course, championnat d'Europe ou championnat du monde, c'est 2-3 jeux dans le championnat, quoi. Ok. Sachant qu'il y a différentes duretés, donc en fait, on change en fonction de l'exercice, de tout, quoi. Ok. Et, Donc là, un patin, ça vaut à peu près 2000 euros, quoi. et ça, c'est une paire. Oui, les deux. Ok. Les deux ensemble. D'accord. Ouais, donc ouais, non, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, quand tu es en équipe de France, c'est toi qui l'achètes ta paire de rollers ou c'est l'équipe de France? Non, c'est moi. Ok, C'est à d'accord. ma charge. Et est-ce que la qualité du matériel influe sur les performances en course, en championnat d'Europe, du monde ou de France? Est-ce que vous avez toutes les mêmes chances au départ ou selon le matériel que vous allez acquérir, ça va influencer vos performances? Alors, au niveau des chaussures, on est tous pareils, on est tous égaux. Tout le monde a sa propre paire de chaussures. En tout cas, au niveau championnat d'Europe et championnat du monde, tout le monde est égaux. Tout le monde a des platines avec lesquelles il se sent bien. Quasi personne n'a les mêmes. Enfin, il y a plein D'accord. de différentes, donc chacun choisit ce qu'il a envie. Après, au niveau des roues, l'année dernière, il y a une nouvelle roue qui est sortie. Donc, tout le monde n'a pas réussi à s'en procurer. Et là, c'était la bagarre. Hein. C'était qui allait réussir à avoir la roue. Bon, championnat du monde, évidemment que tout le monde arrive à avoir cette roue. Mais parce qu'elle a un truc de particulier. Enfin, je veux dire, vraiment à faire gagner en performance, cette roue? Ouais. Et c'est une marque particulière d'un fabricant? Oui. Ok. C'est une nouvelle marque qui est sortie. Enfin, c'est une ancienne qui est revenue sur le tapis, différente, mais qui est revenue. Et c'est une roue qui a été assez révolutionnaire quand même. Ok. Dans les courses, en tout cas pour l'athlète. Après, en termes de vitesse, de record, il n'y a pas trop de records chez nous en roller parce qu'on n'a pas de système de temps. Nous, en tout cas en fond, on n'a pas de système de temps. C'est essentiellement de la confrontation à celui qui va passer la ligne le premier. Donc c'est plus en sensation d'appui dans les virages, de roulage, de tout ça qui fait que la roue, on l'a senti tout de suite qu'elle était meilleure par rapport à l'ancienne. D'accord. Et là, c'est une bagarre de marque. Hein. C'est quelle marque va sortir la meilleure roue. Et à partir du moment où on sait que celle-là est meilleure, là, on doit la choper, quoi. On doit la voir absolument avec nous, quoi. Et ils ont augmenté leur prix parce que si tout le monde les veut, je suppose que... Ouais, elle a eu un petit bond, elle a un petit bond de prix, cette roue, ouais. Là, on a eu de la chance, c'est que la fédération, en fait, est venue sur le tapis et a commandé pas mal de jeux pour l'équipe de France, en fait, pour pouvoir avoir cette roue et être en optimisation la plus totale en termes de performance pour les championnats. Ok. Et des fois, je vois des rollers qui ont 3 roues et des fois des rollers qui ont 4 roues. C'est quoi cette différence? Et est-ce que c'est 2 disciplines différentes? Est-ce que c'est un choix du roller ou de la rolleuse? Ça se dit? La patineuse. Ah, mais ouais, mais je crois que j'ai vu sur internet, on dit un roller, enfin quelqu'un qui fait du roller, un roller et une rolleuse. Non, ça se dit pas. Ok. Je couperai au montage ça. non. Et donc, est-ce que ça joue? Est-ce que c'est la patineuse qui choisit de prendre 3 roues ou d'avoir 4 roues? C'est la patineuse qui choisit. Après, sur les courses traditionnelles, donc sur piste et sur route, c'est interdit. Par contre, c'est autorisé que sur le marathon. Qu'est-ce qui est interdit? Les 3 roues. Les 3 roues, d'accord. Ouais.
C'est que du 4 roues. Et à partir du marathon, donc du 42 km, on a le droit de choisir entre les 3 roues et les 4 roues. Les 4 roues, c'est du 110 mm et les 3 roues, c'est du 125 mm. Et normalement, les 3 roues, en fait, ça joue sur la vitesse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est lancé, on arrive à avoir plus de vitesse parce que la roue est plus grosse. Donc on arrive à avoir plus d'inertie une fois lancé. Donc normalement, ça va plus vite. Donc là, après, c'est la personne qui choisit. Après, ça dépend du terrain, ça dépend du style du marathon, ça dépend si ça grimpe, si ça descend, de plein de paramètres, s'il pleut, si tout ça. Et c'est toi, là, c'est l'athlète qui choisit. Alors moi, je préfère les 4 roues, mais aujourd'hui... Je roule en 3 roues. Je roule en 3 roues. En fait, je suis plus à l'aise en 4 roues pour l'instant parce que je m'entraîne que en 4 roues. Oui. Et que comme les marathons, ils sont entre nos courses, j'ai qu'une paire de patins et j'ai pas le temps de changer à chaque fois mes platines. Enfin, je pourrais avoir le temps, mais j'ai pas envie parce que ça peut changer les réglages. Faut se réhabituer à chaque fois. Et sur une course, je me dis, pas grave, one shot, je mets les roues. Et quand tu dis marathon, c'est vraiment 42 km et, c'est 40, et 195. Et 195 mètres. Vous faites ça en combien de temps, 42 km ? Alors les garçons, c'est entre 56 minutes et 1h05, on va dire, large. Ouais, donc ils font du 45 km/h en moyenne. Oui, ça va très vite. Et, pendant nous, 1 heure. Ouais. Et nous, les filles, c'est à peu près entre 1h06 et 1h15 en fonction du circuit aussi. D'accord. Mais donc, ouais. Et donc, vous êtes sur une piste et vous tournez et vous faites combien de tours Alors là, du coup, c'est pas une piste, c'est en pleine ville. Ah, ok, c'est en pleine ville. Donc, 45 km/h en pleine ville. C'est ça. C'est cool, Ouais. T'as le temps de regarder les paysages ou... Non. Non, parce que ça dépend déjà si c'est plusieurs tours ou si c'est une énorme boucle d'un point A à un point B. Bah là, peut-être des fois, on peut regarder à droite à gauche, mais sinon... Mais en pleine ville, il y a l'état de la route. Des fois, les routes sont très bien, mais des fois, les routes, elles peuvent être... Ça provoque des chutes. Des fois, oui. Quand il y a des routes, il peut y avoir un cul de poule. Oui. Des fois, oui. Après, l'organisateur fait en fonction des athlètes, donc il ne va pas mettre en danger les athlètes, du moins le moins possible. Tout ce qu'il peut éviter, il va éviter. Donc, s'il faut refaire des plaques d'égout, des choses comme ça, s'il peut refaire, il refait. Après, tout est signalisé. Donc, si à un moment, il y a un endroit dangereux, ils vont le signaliser, ils vont nous le dire en amont, ils vont faire en sorte que ça se passe bien. Et là, j'ai vu, quand on s'est contacté par Instagram, tu étais à Cuba pour une course, donc la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Tu m'as dit que tu avais chuté. C'était une chute importante ou qu'est-ce que tu as eu quand tu chutes en roller? C'est juste des éraflures ou ça peut être plus... Alors la plupart du temps, c'est des éraflures, des grosses éraflures, surtout sur route. Là, j'ai pas eu forcément trop d'éraflures. Je me suis ouvert le genou. Ok. Donc il aurait mérité des points de suture, mais je suis pas allée à l'hôpital sur place. D'accord. J'ai attendu de rentrer en France. Et c'était trop tard. Et qu'est-ce qui t'a fait chuter en fait? En fait, c'était un virage donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est un peu à l'envers de notre virage à nous sur piste. Et on était en bord de mer et il y avait tellement de vent que la mer passait par-dessus le remblai et a mouillé le circuit pour le dernier tour. Okay. Donc en fait, je suis arrivée dans le virage, moi, toute pimpante, à bloc. Et est-ce que quand tu vois l'eau, parce que, par exemple, moi je suis motard aussi, je sais que sur piste mouillée, dès qu'on a des roues et sur piste mouillée, ça glisse 2 fois plus. Toi, quand tu vois l'eau là de la mer, tu sais que c'est plus dangereux ou tu es dans ta course et tu t'en rends pas trop compte à ce moment-là? Si, on le sait. On le sait, mais en fait, on avait 4 tours. Et les 4 tours, en fait, plus ça allait, plus ça glissait. Ouais. Et les 3 premiers tours, ils étaient super bien passés. Enfin, voilà, quoi. Et le 4e, je pense qu'il y a eu une bonne vague où je sais pas ce qui s'est passé pendant qu'on revienne. Ça a changé. Et en fait, je suis arrivée dans le virage et mes 2 patins sont partis d'un coup. Et t'es la seule à avoir chuté ou... Ouais, parce que du coup, derrière, les autres, elles ont fait gaffe. Parce que t'étais bien placée? Ouais. Donc derrière, ce que j'ai croisé, alors que les autres, j'ai pas peur, moi, en roller, donc ça me dérange pas d'être dans des situations délicates et devoir aller à fond, ou croiser ou quoi que ce soit. Et là, j'ai pas pu voir avant que c'était plus mouillé que les autres fois, donc moi, comme d'hab, j'y vais à fond. Et en fait, mes 2 patins sont partis, donc j'ai tapé d'abord le genou, donc je me suis fait un œdème osseux.
Ok. Donc là, ça fait une semaine que je peux pas faire de roller, mais je me soigne. Et que du coup, j'attends que ma plaie se referme. Mais ça va, quand t'es arrivé, je t'ai pas vu boiter. Non, ça va mieux là. Ça Si va mieux. c'était la semaine dernière, Ouais. ça aurait été compliqué. Ah oui, d'accord. Mais là, ça y est, ça va mieux. Mais bon, ok, bon, on se souhaite un bon rétablissement. Mais non. Et quand tu tombes comme ça, ta course est finie ou tu peux rattraper et terminer quand même troisième, quatrième, je sais pas. Je me suis relevée, je suis repartie et j'ai terminé la course. Ok. Avec le peloton. En fait, je les ai raccrochés, j'ai terminé. Après, j'avais très mal au genou, donc je savais que le sprint allait être compliqué. J'ai donné ce que je pouvais, mais c'était un peu dur. Mais ça dépend de la course, en fait. Si, par exemple, sur une élimination, je tombe, tour d'après, il y a une élim, bah, la course, elle est terminée. Ouais. Par contre, à partir du moment où on se relance et on arrive à retourner dans le paquet, on a un petit temps de quelques minutes, bah, même de 5 minutes, où on se dit, vas-y, récupère, replace-toi, reprends ton esprit, décontracte-toi, ça va le faire. Et après, hop, on peut retourner à la charge. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu tombes là? Enfin, à un bout d'un moment, ton patin, il part. Ouais. Tu glisses, donc tu sais que tu tombes. Tu sais que tu tombes, tu sais que tu vas te faire mal. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu réfléchis tout de suite à te dire, faut que je me relève, faut que je reparte, ou est-ce que j'ai quelque chose de grave? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu tombes comme ça? Bah, en général, on le sent tout de suite quand on a quelque chose de grave. Et là, j'ai senti que je m'étais fait très mal au genou, mais j'ai regardé mon genou, j'ai vu mon petit trou, et j'ai fait « Ah !» Et puis je dis bon, c'est pas grave, allez hop, j'y retourne. Parce qu'en soi, c'est un trou, c'est du sang qui va couler. Et sur le moment, en plus, on est chaud. Donc je sais que si au pire j'ai quelque chose, ça va se refroidir après, j'aurai mal après. Mais sur le moment, moi, j'abandonne jamais. Donc à part si vraiment je vois que ma jambe elle est en Y, je me dis oh bon. Ce qui n'est pas arrivé encore, non. Mais on n'arrivera jamais. mais non, moi en général, je me relève tout le temps et je repars. Le plus vite possible parce que ça va tellement vite que si on se dépêche pas, en fait on raccroche jamais le peloton, donc il y en a même qui se relèvent et qui reviennent jamais, donc ça va très vite. Et les blessures standards au roller, ça peut être on se fait des croisés au genou comme au ski un peu ou pas du tout? Pas du tout. C'est quoi comme type de blessure? À part, tu m'as dit la clavicule, les poignets, enfin donc le scaphoïde, moi je me suis pété aussi le scaphoïde. Ouais, bah après il y a pas grand chose, hein. À part des gros bobos, on peut s'arracher toute la jambe, les coudes, le dos, tout. Mais là, c'est comme quand tu tombes en moto. Enfin, je veux dire, c'est pareil. C'est ça, tu tombes à 50 km/h. Et vous, sauf que nous, en moto, on a des coques partout. Vous avez juste cette tenue-là que tu as à côté de toi? Bah oui, le haut. Ça, le haut. En gros, on est comme ça avec un bas. Arrivé au-dessus des genoux. Voilà. Et donc, quand tu tombes, bah, tu as direct la peau, en fait. Voilà. Donc, on arrache notre textile. Et après, c'est la peau. Ah ouais. Parce que, je dis ça parce que moi, je suis motard et j'ai tout. Hein, j'ai le manteau et je tombais à 30 km/h et je me suis déjà un peu arraché quand même le genou. Hein. Mais j'avais le jean et tout. Hein. Ouais, mais en fait, ça passe à travers. Ouais. Souvent, ça passe à travers. Bon, nous, on n'a rien pour nous protéger, mais souvent, ça passe à travers. Des fois, l'hiver, il y en a qui tombent, ils ont un collant. Bah, des fois, le collant, il n'est pas arraché, mais la peau en dessous, elle est arrachée. C'est ça. Mais ouais. Okay. Et t'en as fait beaucoup de chutes dans ta carrière ou Alors moi, j'ai de la chance. Ok. Je tombe pas énormément, même si l'année dernière, j'ai eu une bonne période où j'ai fait 3 chutes sur mon championnat du monde. Donc c'était compliqué. Mais non, je suis pas quelqu'un qui tombe énormément. En général, je fais une chute par an, quoi. Ouais, tant mieux. 1 ou 2 max. Ouais, d'accord. Quel conseil tu donnerais? Là, on parle peut-être à des plus jeunes qui pourraient nous écouter ou des gens qui veulent juste pratiquer le roller en tant que loisir, mais à des jeunes qui souhaitent se lancer dans le roller de vitesse et qui veulent en faire de la compète. Si tu avais un conseil, toi, tu donnerais un conseil à la Marine qui avait 10 ans, tu vois? Ouais. Quel conseil tu pourrais lui donner? Moi, je dirais de foncer. Je dirais de foncer parce que c'est un sport assez exigeant pour quelqu'un qui veut faire du haut niveau, comme beaucoup, hein, mais c'est quand même assez exigeant. Et pour la marine qui a commencé ou pour des jeunes qui veulent commencer, je dirais de s'éclater. Je pense que tout commence par là. Je pense que tant qu'on est bien entouré, on est dans un club où ça marche, ou dans un environnement où on a des copains, des copines, et on fait du sport et on s'éclate, bah il n'y a pas de raison en fait. C'est le secret pour atteindre le haut niveau?
pour moi, oui. Enfin, c'est ce qui m'a fait atteindre le haut niveau, c'est que je me suis toujours éclatée là où j'étais. J'ai toujours pris du plaisir et c'est exigeant. Après, chacun fait ses choix. Celui qui veut pas faire de compétition, il en fait pas. Celui qui veut faire du haut niveau, il peut en faire. Mais éclatez-vous, en fait. Après, il y a beaucoup de travail quand même. Il y a énormément de travail. C'est Énormément. c'est pour ça qu'il faut. En fait, c'est pour ça que tu dis ça, je pense, hein, mais tu vas me dire si je me trompe. C'est éclatez-vous parce que vu qu'il y a beaucoup de travail, si tu t'éclates pas, tu vas pas y revenir et tu vas pas travailler autant. Bah ouais, c'est ça. T'es Pour obligé moi, de si t'amuser. tu t'éclates pas, tu pourras pas atteindre le haut niveau. Oui. Parce que si déjà quand t'es petit, t'as pas envie, ou ça te plaît pas, ou bah tu tombes, t'as mal, t'en as marre, ou la vitesse ça te correspond pas, ou bah de se pousser un peu ça te correspond pas, ça va pas marcher. Par contre, quelqu'un qui aime aller à la bagarre, qui a envie, qui s'amuse sur des rollers, qui arrive à tout faire. On dirait pas, toi, que t'es une bagarreuse Ouais. quand on te voit arriver avec ta Ouais. petite voix et tout ça. Et en fait, t'es une guerrière sur Bah, on sur n'a la pas le course. choix, hein, parce Ouais. que on se touche en fait. Donc si on n'arrive pas à s'imposer, Ouais. ça marche pas. Ok. Il faut s'imposer au roller. Que ce soit dans un peloton, dans la vie de tous les jours, dans sa vie générale, il faut réussir à s'imposer. Et de base, je suis quelqu'un d'assez réservé. Mhm. Et c'est ce que m'a appris le roller. Hein. Si moi, j'y vais pas, ça va pas venir à moi. Si moi, je fais pas les efforts pour, ça va pas venir. Qui t'ont Donc, dit ces mots-là parce que ils sortent de toi ou il y a ton coach, tes parents t'ont dit faut que tu t'imposes, faut que tu persévères. Bah ça, je l'ai compris sur le terrain, en fait. Ok. Après, oui, mon coach, il est là pour... Enfin, mes parents et tout, ils sont là pour m'aider et pour m'aiguiller. Par contre, ça, je l'ai vu sur le terrain. C'est-à-dire que la première fois que je suis allée travailler, il a fallu que je me dise, allez Marine, bouge-toi le cul là, tout le monde y est passé, faut que tu y ailles Ouais. aussi, quoi. Je pense que après, c'est la vie normale. Hein. Je pense que tout le monde, dès qu'il arrive dans une situation qu'il connaît pas, faut se bouger les fesses un Mhm. peu, quoi. Et si on n'arrive pas à s'imposer, la vie, elle va être dure, quoi. Donc, C'est un bon message, hein. Enfin, moi, je suis toujours en débat avec ça où les gens disent ouais, ma vie est dure, ma vie. Je dis mais est-ce que vraiment tu t'es donné les moyens ah bah oui. de faire ce que tu voulais? Parce que dire juste la vie est dure, j'arrive pas, c'est compliqué d'aller chercher mon enfant à l'école, mais est-ce que tu t'es donné les moyens? Parce que juste être envieux des parcours des autres, c'est facile. Ouais, Par contre, se donner les moyens d'y arriver, c'est autre chose. c'est autre chose. Ouais. Et tes enfants, ils feront du roller? Ah oui. Enfin, j'espère du moins. Ouais. J'espère Avec que un papa ouais, voilà, que... champion. Alors lui, il aimerait bien qu'il fasse du vélo, Ah, ok. parce qu'il adore le vélo. Mais moi, j'aimerais bien au moins qu'il y ait un de mes enfants qui continue le roller pour continuer ma lignée familiale, quoi. Ouais, c'est clair. Mais Mais de toute façon, il fera du sport, ça c'est sûr. je pense, oui, je pense. Parce que issu de deux parents sportifs de haut Ouais. niveau. Enfin, j'espère, en enfin, tout cas, voilà. oui. Bon, après, il fera peut-être du sport Ce qu'il intellectuel. veut, Hein. mais, Ouais. Mais ok, mais ouais, j'espère. on regardera ça dans 20 ans. Ouais. Moi, je regarderai. C'est quoi tes objectifs pour les années à venir? Là, tu as des choses 2025, 2026? 2025, il y a les Jeux mondiaux, du coup, qui Ok. reviennent. C'est toujours aux Donc, États-Unis? non, là, c'est en Chine. Ah oui, tu m'as dit, excuse-moi. Ouais, là, c'est en Chine. Bah, il y a les deux. Il y a le championnat du monde et les Jeux mondiaux qui sont en Chine cette année, Ok. enfin, en 2025. Et du coup, bah, j'aimerais bien être sélectionnée pour les deux. Après, pour les Jeux mondiaux, il n'y a qu'une Française qui a le droit d'être sélectionnée en fond. Donc, normalement, moi, j'ai pris la place pour la France via mon championnat du monde de l'année dernière. Ok. C'est les quotas, en fait, qu'on réalise. Et normalement, je crois qu'on est... On n'est pas première nation, on doit être deuxième nation, mais on a validé le quota très facilement. Et parce qu'il faut faire toutes les courses. Et je suis la seule à avoir fait toutes les courses. Après, c'est le sélectionneur qui choisit, qui dit bah toi t'y vas ou toi t'y vas pas. Hmm. Là, ça sera pas de mon ressort, c'est pas moi qui vais choisir. T'as de grandes chances d'y aller. Oui, je pense, mais après, on sait jamais, c'est pas moi qui choisis. Bien Donc sûr. voilà. Et après, il y a les championnats du monde juste derrière. Et là, on a le droit, c'est le sélectionneur qui choisit, on a le droit d'être 2 par course. Ok. En général, on y va à 3 pour on soit 3 filles sur place pour dire bah s'il y en a une qui va pas bien, l'autre elle peut remplacer. Ou s'il y en a une qui est meilleure sur celle-là et l'autre meilleure sur l'autre, bah comme ça il peut changer aussi.
J'ai oublié de te poser cette question, mais c'est quoi les grandes nations du roller dans le monde? Est-ce que la France, on est bien placé? Est-ce qu'il y a d'autres nations qui arrivent toujours en tête? Ouais, souvent c'est la Colombie. La Colombie, d'accord. Ça fait des années que la Colombie est première en nation et que c'est le sport national là-bas. C'est un des sports nationaux, donc bah Ah oui, on est souvent derrière. ok. Ils sont très très forts et ils sont très 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 nombreux aussi à pratiquer le roller, ce qui fait Il y qu'ils a ont plus un de chance. panel d'athlètes énorme bah, à pouvoir être sélectionnés, contrairement en France ou même aux pays européens, quoi. C'est un peu plus compliqué. Ok. Et t'as d'autres actus à partager, peut-être autres que sportives aussi, je sais pas, avec la police nationale ou des choses que tu aimerais partager. Si t'en as, n'hésite pas à nous en parler, des projets que tu es en train de mener. Est-ce que peut-être tu donnes des cours aussi de roller ou pas encore, je sais pas, dans un Si. club? Alors, je donne des cours de roller, ça fait 4 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis licenciée à l'ASTA de Nantes, mais je donne des cours au ROP, à Rezé, le Rezé Olympique Patinage. Et voilà, tous les mercredis, j'entraîne des jeunes à apprendre le Ils roller. ont quel âge? Ils ont entre 6 ans et peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Et ils se rendent compte qu'ils sont entraînés par une championne du monde ou pas trop à Pas cet trop, je âge-là? pense pas. Je pense pas, mais moi, j'enlève cette casquette-là, en fait, Ah quand ouais? j'y vais. Je, je, je pense que vu qu'ils s'en rendent pas compte, bah, Oui. j'ai il y a- pas je leur dis, par exemple, la semaine prochaine, bah, je serai pas là, je pars à une compétition à tel endroit. Ah, super, super, vas-y. Mais après, ils se rendent pas compte du niveau que c'est. Hmm. Du coup, juste, je leur tiens au courant des infos, de tout ça. Pour Mais l'instant, ils sont jeunes, mais quand ils vont grandir, et s'ils continuent, ils vont vite se rendre compte que oui. ils ont été entraînés par Marine Lefebvre, qui a gagné beaucoup de Ouais, bah compétitions. après, le problème, c'est que c'est tellement pas médiatisé Hmm. qu'ils peuvent pas trop s'en rendre compte non plus. Ouais. Je pense qu'à Nantes, je suis passée juste dans une radio, mais au-delà de ça, Non, non, mais c'est sûr, il hein. y a rien eu et c'est hyper dommage parce que ça fait. Même mon compagnon, il a été champion du monde 4 fois. Bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. J'ai Et des petits articles dans le à journal. l'étranger, comme en Colombie, ils doivent en parler, je présume, dans les médias, vu que c'est Ah le oui? sport national. Eux, ils passent à la télé sans arrêt, ils ont des galas sans arrêt. Ok. Ils sont très bien lotis et ils sont très très aidés par leur pays, malgré que ce soit un pays plus pauvre, je sais Hmm. pas comment on dit, mais Ouais. économiquement, ils ont peut-être plus de mal que nous, la France, et pourtant ils sont bien plus aidés que nous. Donc Hmm. après, ça explique aussi leur fait qu'ils soient très forts et qu'ils font que ça, ils s'entraînent aussi que pour ça, et Non, qu'ils bien sont sûr. très très aidés. Donc En tout cas, enfin, nous, c'est pas qu'on souhaite parler plus d'aviron, de roller ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on tourne notre podcast autour de la passion ouais. et on va chercher les vrais passionnés. Et pour le coup, là j'en ai une vraie en face de moi. Enfin, on peut pas être plus passionné Ouais, que Marine je en pense. roller, en tout cas en France. Ouais, Je te connaissais pas il y a quelques temps, mais je suis très content de t'avoir parce que merci. bah, on a vécu un super épisode et on a pu apprendre plein de choses. Donc c'était hyper intéressant. On termine tous nos podcasts par un petit jeu. Je vais te donner des anecdotes qui peuvent être vraies ou fausses, et ce sera à toi de deviner si elles sont vraies ou si elles sont fausses, pardon. Ok. Donc bien évidemment autour du roller. T'es prête? Oui, Donc la première anecdote, c'est les premières paires de rollers avaient des roues en bois. c'est vrai. Ok, tu le savais? Oui, D'accord. mon papy, il en faisait. Ok. Parce que ton papy, il en faisait avec des roues en Oui. bois? Il crée les roues en bois, Ah, ouais. il crée les roues en Ouais. bois. D'accord, ok. Bon, bah, j'ai pas pu te piéger avec ça, c'est sûr. Mais en fait, ouais, l'inventeur du patin à roulettes serait le Belge Jean-Joseph Merlin, donc au XVIIIe siècle. Il fabriquait ses premiers rollers avec des roues en bois. Deuxième anecdote, la plus longue course de roller du monde s'est déroulée sur 500 km et certains patineurs auraient mis plus de 2 jours à la terminer. Je dirais faux. Oui, c'est faux. Ouais, Est-ce que ça 500 paraît km, beaucoup. c'est beaucoup? C'est énorme, ouais. Ok. Après, ça dépend du contexte, Ouais. si c'est en plusieurs étapes ou quoi, mais Ça aurait pu quand même, même en plusieurs étapes, enfin, je sais pas, 500 km. alors j'aurais dit pour du vélo, oui, D'accord. pour du roller, non. Parce que pour moi, la disposition des routes et de l'accueil du roller dans les villes est très très compliquée.
Ok. Et pour moi, ça aurait été compliqué de bloquer 500 km de route pour faire du roller. Après, je dis ça, mais parce que, par exemple, on connaît la Diagonale des Fous pour les coureurs à Ouais. La Réunion. C'est des distances énormes et avec un dénivelé énorme, et ils mettent 48 heures à courir. C'est pour ça que je me suis dit Ouais. que peut-être ça aurait pu être vrai, mais c'était le Bah, pour bloquer des villes, il faut énormément de bénévoles déjà D'accord. pour des petits circuits. Donc là, pour 500 but. km, Ça aurait ouais. été compliqué. Mais après, ça aurait pas été obligé d'être en France. Enfin, ça aurait Ouais. pu être Oui. dans un autre pays. Mais un champion du monde aurait remporté une course avec des patins personnalisés entièrement plaqués or offerts par un sponsor. Un Français ou peu importe? Non, un champion du monde. Pas français. En or? Ouais, plaqué en Plaqué or. or. Offert De par un vrai sponsor. or? Ouais. Non. Non, c'est faux. Non. Non, c'est faux, Ouais. t'arrêtes. Et dernière anecdote, le marathon de Berlin est le plus grand événement de roller de course au monde. C'est vrai. C'est vrai, t'as déjà participé? Oui, tous les ans. Tous les ans, tu vas? Oui. Ouais, c'est le plus grand qui réunit plus de 5000 patineurs du monde entier. Est-ce que tu connais un peu les records de l'épreuve de ce marathon? Alors, il me semble que les garçons, c'est 56 minutes. Ouais, c'est ça. 56 et quelques. Et nous, les filles, ça doit être 1h04 ou 1h06 minutes. Ouais. 1h06. Ouais. Ok, c'était en 2017 pour les femmes. C'était Et Mara l'Argentine. Ouais. Jacqueline Ouais. Arias d'Argentine. Ouais. Mm. Et pour les hommes, c'était par C'est Bart Bart Swings, C'est belge. mon idole. C'est vrai? Ouais. Ok. Ben voilà, donc t'as tout bien répondu. Ouais. Mais comme d'habitude, faut que je m'améliore sur mes Ouais. anecdotes et fausses et vraies. Parce que voilà, moi j'essaye de créer des choses un peu fun. Mais encore que sur les anecdotes fausses, j'aurais pu te tromper peut-être. Ouais. Ok, en tout cas Marine, merci de t'être déplacée, d'avoir partagé toute ta passion avec nous. C'était trop cool, j'espère que l'épisode plaira au plus grand nombre et que ça pourra aussi donner un peu de visibilité aux gens qui veulent découvrir le roller de course. S'ils veulent commencer, découvrir tout ça. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Et puis c'était avec grand plaisir de pouvoir parler de ma passion parce que c'est ma vie de tous les jours. Donc c'est ce que je connais le mieux. Ouais, j'espère que tu as passé un bon moment. Très bon. Ok, super cool. Merci à tous de nous avoir écoutés dans Parlons peu, parlons passion avec Marine Lefebvre qui est plusieurs fois championne de France, championne du monde de roller, de course. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, ça nous donne en visibilité, ça nous permet d'avoir des invités d'autant plus intéressants les uns que les autres au fur et à mesure du temps. C'était Marine Lefebvre dans Parlons peu, parlons passion. Bonne journée et à bientôt.